Il y a 6 ans, Rihanna Nashmore a découvert la forme de l'espoir. Elle avait alors 18 ans, petite pour une louve, avec des mains plus douées pour la guérison que pour le combat. Le genre de fille qui se déplaçait dans une pièce sans déplacer d'air. Utile, oubliable, sans danger. L'escarmouche à la frontière est arrivé sans prévenir un mardi après-midi. Les Loops de Stone Ridge testaient à nouveau les limites, comme ils le faisaient toutes les quelques saisons, lorsque leur alpha s'ennuyait ou devenait ambitieux. La meute de Blackwood les a affrontés sur la crête est, là où la forêt s'éclaircit en affleurements rocheux et où le ciel s'étend, trop vaste pour les secrets. Rhea n'était pas censée être là. L'apprentie guérisseuse restait derrière les lignes défensives, attendant avec des cataplasmes et des mains sûres. Mais elle était en train de cueillir de la sanguinaire dans les prairies supérieures quand les hurlements ont commencé. Proche, trop proche, elle a couru vers le son, et non dans la direction opposée, parce que même à l'époque, même si jeune, elle comprenait qu'être utile était la seule monnaie qu'elle possédait. Elle l'a trouvé, à moitié enseveli sous un arbre tombé. Marcus Thorne, 22 ans, récemment confirmé comme alpha après la mort de son père 3 mois plus tôt. Du sang assombrissait son côté gauche, là où un loup de Stone Ridge l'avait pris par surprise. Conscient mais s'évanouissant. Son second essayait de soulever le tronc d'arbre, tandis que 2 autres guerriers tenaient la ligne contre l'ennemi en retraite. Rhea ne s'est pas annoncée. Elle est tombée à genoux dans la terre et la mousse, ses mains déjà en mouvement. De la sanguinaire pour la coagulation, de l'achillée pour le choc, une pression sur la blessure assez ferme pour être efficace, assez douce pour ne pas déchirer. Elle a travaillé en silence tandis que les bruits de la bataille s'estompaient dans le calme de la forêt, les oiseaux retournant sur les branches, le vent reprenant sa conversation avec les feuilles. Marcus a ouvert les yeux quand elle a pressé le cataplasme contre ses côtes. Des yeux couleur d'orage, du genre qui recelaient une grande profondeur si on les regardait assez longtemps. La plupart des gens ne regardaient jamais Rhea assez longtemps pour y voir quoi que ce soit, mais Marcus l'a regardé. Pendant 17 secondes, elle les a comptés. Plus tard, allongée dans son lit étroit, elle a soutenu son regard tandis que son corps se souvenait comment se ressouder sous son contact. « Tu es l'apprenti de la guérisseuse », a-t-il dit, sa voix rauque de douleur et d'autres choses. De la reconnaissance peut-être, ou de la gratitude. « Rihanna », a-t-elle offert. « Rhea. » Marcus. Comme si elle ne le savait pas. Comme si toute la meute n'avait pas passé 3 mois à le regarder essayer de combler l'ombre considérable de son père. « Je sais qui vous êtes. » L'arbre a alors été soulevé par les mains fortes de guerriers dont elle ne se souvenait jamais vraiment des noms. Ils ont aidé Marcus à se relever. Il a vacillé une fois. Elle l'a stabilisé d'une main sur son avant-bras, sa peau chaude sous sa paume. Vivant. Assez entier. « Merci, » a dit Marcus. Elle a hoché la tête. Les mots semblaient trop gros pour sa gorge. Il s'est tourné pour rejoindre ses guerriers. 3 pas plus loin, il a regardé en arrière, a de nouveau croisé son regard par-dessus le sol taché de sang. Il a souri, un petit sourire, un vrai. Rhea a ramené ce sourire à la maison comme un oiseau blessé, blotti dans des mains prudentes. Cette nuit-là, elle a commencé un journal, un petit livre relié en cuir qu'elle avait gardé pour quelque chose d'important. Elle a écrit la date, a écrit son nom, a écrit « Aujourd'hui, il m'a vu ». Elle ne savait pas alors que ce serait la dernière fois pour 6 ans. 6 ans plus tard, Rihanna Ashmore avait 24 ans et était très douée pour disparaître dans le décor. La cuisine de la maison de la meute sentait le romarin et la graisse fondue. Rhea se tenait à la longue table en bois, broyant de la grande camomille pour les maux de tête de l'ancienne Karen. La lumière du matin filtrait à travers des fenêtres qui avaient besoin d'être lavées. Des grains de poussière flottaient dans les pâles rayons, paresseux et sans direction. Dehors, la meute se préparait pour la cérémonie du marquage. Rhea n'avait pas besoin de voir les préparatifs pour en connaître la forme. Des feux de joie étaient construits dans la clairière centrale. La plateforme cérémonielle était frottée et décorée de lauriers des montagnes et de sauges sauvages. Les guerriers polissaient leur armure. Ils ne la porteraient jamais dans une vraie bataille, mais la revêtaient pour la tradition. Des loups plus jeunes couraient pour porter des messages entre les maisons, électriques d'excitation. Ce soir, leur alpha marquerait sa luna. Ce soir, Marcus Thorne se lierait à Célestine Kavanagh des Territoires du Nord.
Ce soir, l'alliance qui avait été négociée pendant 6 mois de diplomatie prudente serait scellée dans le sang et observée par les deux meutes. Ria a réduit la grande camomille en poudre, le mortier lisse sous sa paume, le pilon usé pour s'adapter parfaitement à sa prise après 6 ans d'utilisation quotidienne. Ses mains connaissaient ce travail. Son corps connaissait cette cuisine. Elle avait appris chaque recoin d'utilité que la meute pouvait offrir et s'était rendue indispensable de manière à ne nécessiter aucune reconnaissance. Guérisseuse, mais pas la guérisseuse en chef. Ce poste appartenait à Karam, qui avait formé Ria et 3 autres. Mais Ria était celle qui se réveillait avant l'aube pour préparer des teintures. Celle qui veillait sur les nouvelles mers aux heures sombres où la solitude se faisait la plus pesante. Celle qui s'asseyait avec les loups mourants, leur tenait la main et s'assurait qu'ils ne quittaient pas ce monde seul. Utile, essentiel et même ignoré. Tu devrais venir ce soir. La voix de Margot a percé le silence. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, 28 ans et belle comme le sont les femmes qui n'ont jamais douté de leur droit d'être vues. Des cheveux sombres, des épaules fortes, un visage qui exigeait l'attention et la recevait. Ria avait rencontré Margot quelques années auparavant, une autre guérisseuse qui passait parfois sur le territoire, prétextant des liens familiaux éloignés que Ria n'avait jamais vraiment compris. Elles n'étaient pas proches, mais Margot prenait parfois de ses nouvelles avec l'inquiétude désinvolte de quelqu'un qui remplit une vague obligation. « Je serai là », dit Ria sans lever les yeux de son travail. Dans la foule, je veux dire, pas caché dans la tente des guérisseurs. Quelqu'un doit être prêt au cas où quelqu'un se blesserait pendant la cérémonie. Personne ne se blesse jamais pendant les cérémonies de marquage. Il y a toujours une première fois. Margot a soupiré, un son empreint de déception, mais sans surprise. Elle avait renoncé à essayer de sortir Ria de l'ombre il y a des années. Il fait une erreur, tu sais. Les mains de Ria se sont immobilisées un instant, puis ont repris leur rythme. Il fait ce qui est le mieux pour la meute. C'est ce qu'il se dit. Les territoires du Nord ont des ressources dont nous avons besoin. La famille de Célestine contrôle les mines de cristal. Sans cette alliance, nous sommes vulnérables face à Stone Ridge, face à Crimson Vale. Marcus pense de manière stratégique. Marcus pense comme un homme qui a oublié comment ressentir quoi que ce soit qui ne puisse être justifié par le devoir. Margot est entrée dans la pièce, s'est appuyée contre la table. Tu devrais le lui dire. Lui dire quoi? Que tu l'aimes. La grande camomille s'est transformée en poussière sous le pilon de Ria. Trop fine maintenant, ruinée. Elle l'a quand même balayée dans un bol. Le gaspillage était pire que l'imperfection. Je ne l'aime pas, dit Ria. Le mensonge avait un goût de cendre. Le rire de Margot fut bref et sec. Tu es amoureuse de Marcus Thorne depuis que tu as 18 ans. Tout le monde le sait, sauf lui. Alors ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour toi. Ria est finalement levé les yeux, a rencontré le regard de Margot. Que voudrais-tu que je fasse? M'approcher de l'alpha le jour où il marque sa luna et lui déclarer des sentiments qu'il ne partage pas. Des sentiments qu'il n'a jamais soupçonnés. Je suis une guérisseuse, Margot, pas une luna. Loin de là. Tu lui as sauvé la vie. Il y a 6 ans. Il ne s'en souvient pas. Il devrait, mais il ne s'en souvient pas. Ria s'est détournée pour commencer à nettoyer le mortier. Et ce soir, il marquera Célestine Cavanaugh et la meute célébrera. Et je serai dans la tente des guérisseurs au cas où quelqu'un aurait besoin de moi, parce que c'est ce que je fais. Je suis utile, je suis nécessaire, je suis là. Tu es en train de t'effacer, dit doucement Margot, et tu as fait en sorte que ce soit le cas, volontairement. Les mains de Ria se sont crispées sur le mortier. Être invisible est plus sûr que d'être vu et rejeté. Vraiment? Margot s'est redressée de la table. Ou est-ce juste une façon plus lente de s'effacer? Elle est partie avant que Ria ne puisse répondre, ce qui était tout aussi bien. Ria n'avait aucune réponse à donner. Le journal se trouvait au fond du tiroir de la commode de Ria, enveloppé dans un tissu qui avait été le châle de sa mère. Elle s'était dit qu'elle ne le regarderait pas aujourd'hui. Aujourd'hui exigeait de la force, et le journal contenait 6 années de faiblesse accumulées. Mais ses mains ont trahi ses intentions. Elle le faisait toujours quand il s'agissait de Marcus. La première entrée, son écriture plus jeune, plus ronde, pleine d'un espoir qui lui serrait la poitrine. Aujourd'hui, il m'a vu.
La deuxième entrée datait de 3 semaines plus tard. Marcus avait visité la maison des guérisseurs pour voir un guerrier blessé à l'entraînement. Il avait remercié Ria pour ses soins. Il lui avait demandé son nom, elle lui avait rappelé qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Il avait souri en s'excusant et dit qu'il rencontrait beaucoup de gens. Elle le comprenait. Bien sûr, elle le comprenait. Il a oublié. Mais ce n'est pas grave. Je ferai en sorte qu'il se souvienne. Les entrées s'entassaient comme des pierres dans un cairn, marquant quelque chose de mort. Marcus a mené la chasse aujourd'hui. Il se déplaçait comme de la poésie, comme un but. J'ai regardé depuis la tente des guérisseurs. Il n'a pas remarqué. L'ancienne Karen dit que j'ai un don pour la guérison. Marcus a eu besoin de pointes de suture après l'escarmouche avec Crimson Veil. J'ai fait le travail, mes mains stables, son bras chaud sous mon contact. Il a remercié la tente des guérisseurs en général. Il n'a pas croisé mon regard. J'ai laissé des médicaments sur le seuil de sa porte quand il a eu cette toux. Anonymement. Il s'est rétabli. J'étais contente. 5 ans aujourd'hui depuis l'escarmouche à la frontière. Depuis qu'il m'a regardé et m'a souri. Je me demande s'il s'en souvient. Je sais qu'il ne s'en souvient pas. Les entrées devenaient plus courtes, plus résignées. L'écriture plus serrée. Je l'ai vu aujourd'hui. Il ne m'a pas vu. J'ai soigné son second. Marcus était reconnaissant envers les guérisseurs. Au pluriel. J'étais l'une parmi tant d'autres. Je crois que je l'aime depuis si longtemps que j'ai oublié comment ne pas l'aimer. La dernière entrée, écrite il y a 3 mois, lorsque les fiançailles avec Célestine ont été annoncées. Il va la marquer. Célestine Cabanal. Belle, puissante, appropriée, tout ce que je ne suis pas. Je suis heureuse pour lui. Je suis heureuse pour la meute. C'est bien, c'est juste. J'assisterai à la cérémonie, je sourirai, je serai utile, comme toujours. Et peut-être, si j'ai de la chance, il remarquera que je suis là, juste une fois avant qu'il n'appartienne complètement à quelqu'un d'autre. Mais probablement pas. Probablement, je me tiendrai en marge de la célébration, comme je me tiens en marge de tout. Présente, mais invisible. Ici, mais pas tout à fait réelle. Certaines femmes sont faites pour être vues. Je n'en fais pas partie. Je crois que je suis fatigué d'essayer de l'être. Ria a fermé le journal, l'a enveloppé soigneusement, l'a remis dans le tiroir. Ses mains ne tremblaient pas. Elle avait versé toutes ses larmes il y a des années, dans des moments de calme où personne n'avait besoin d'elle. Il ne restait plus maintenant qu'une douleur sourde qui était devenue si familière qu'elle la remarquait à peine. Comme la respiration, comme les battements de son cœur, constantes et douloureuses et entièrement siennes. Ce soir, Marcus marquerait Célestine et Ria serait là, se fondant dans les bords comme toujours. Au moins cette fois, elle l'avait choisi. La cérémonie a commencé au crépuscule. Des feux de joie brûlaient en cercle autour de la plateforme. La fumée s'élevait dans un ciel devenu pourpre sur les bords. La meute s'est rassemblée en cercle concentrique. Les guerriers les plus proches de la plateforme, les anciens derrière eux, les familles et les jeunes loups remplissant les cercles extérieurs. Les voix bourdonnaient d'anticipation. Ria se tenait tout au fond, près de la tente des guérisseurs, mais pas à l'intérieur. Assez proche pour répondre si nécessaire. Assez loin pour rester inaperçue. Célestine est arrivée la première. Elle se déplaçait comme une femme qui n'avait jamais douté de son droit d'être regardée. Grande, élégante à la manière des femmes nées pour le pouvoir. Sa robe était traditionnellement blanche, ses cheveux dénoués et sombres comme des pierres de rivière. Elle a gravi les marches de la plateforme sans hésitation. La délégation des territoires du Nord a acclamé, fort et fier, leur Luna, leur fille, leur chef-d'œuvre politique. La meute de Blackwood a acclamé aussi, avec plus de retenue. C'était nécessaire. C'était stratégique. C'était la marque d'un bon leadership, plaçant les besoins de la meute avant les désirs personnels. Marcus est sorti de la maison de l'Alpha. Le pool de Ria a bondi malgré sa préparation. Malgré 6 ans d'entraînement à ne pas réagir à sa présence, portait des cuirs de cérémonie, sombres et ajustés, son expression sérieuse, sa mâchoire serrée de détermination. Il ressemblait à un alpha, à un chef, à un homme faisant son devoir même si cela lui coûtait quelque chose. Ou peut-être que Ria imaginait cette dernière partie. Peut-être avait-elle besoin de croire que c'était difficile pour lui aussi. Peut-être était-elle simplement stupide. Il a gravi la plateforme, a pris sa place en face de Célestine. L'ancienne Karen s'est interposée entre eux, a levé les mains. La meute s'est tue.
Nous nous rassemblons sous le témoignage de la lune et du feu pour sceller un lien qui renforcera deux meutes. Marcus Thorne, Alpha de Blackwood, marquera Celestine Cavanagh, Luna des Territoires du Nord. Ce lien est devoir et désir, nécessité et choix. Ce lien est permanent. L'Alpha consent-il? Je consens. La voix de Marcus a porté à travers la clairière. Stable. Sûr. La Luna consent-elle? Je consens. La voix de Célestine correspondait à la sienne. Aucune hésitation. Aucun doute. Alors que le marquage commence. Marcus s'est avancé. Célestine a incliné la tête, exposant sa gorge. La position traditionnelle. Confiance, soumission et acceptation, tout cela exécuté en un seul geste. Ria aurait dû détourner le regard. Elle ne pouvait pas. Marcus a posé une main sur l'épaule de Célestine. L'autre a enserré sa nuque. Doucement, prudemment, il s'est penché. Ses dents ont trouvé sa gorge. Ria l'a senti. La douleur a frappé sa clavicule avec une précision brutale. Aiguë, invasive, intime d'une manière qui a déchiré toutes les défenses qu'elle avait construites pendant 6 ans à l'aimer de loin. Sa main a volé à sa gorge, a pressé fort comme si elle pouvait se maintenir par la seule pression. La sensation n'était pas imaginaire. Elle brûlait, profonde et mauvaise et absolument terrifiante et réelle. Sa vision s'est brouillée sur les bords. Elle a verrouillé ses genoux pour rester debout, s'est mordu l'intérieur de la joue jusqu'à sentir le goût du sang. Personne ne devait la voir faiblir. Personne ne devait savoir. Sur la plateforme, Marcus s'est reculé, la marque sombre sur la gorge pâle de Célestine. La foule a éclaté en célébration. Ria ne pouvait plus respirer correctement. La connexion entre eux, elle l'avait sentie pendant des années. Silencieuse, non reconnue, un fil reliant son cœur au sien, qu'il sache ou non qu'il existait. Elle s'était dit que c'était unilatéral, un vœu pieux, l'illusion d'une femme qui avait aimé trop longtemps et trop inutilement. Mais ceci, cette douleur, ce n'était pas une illusion. Quelque chose de fondamental venait de se briser. Ou peut-être que cela s'était brisé il y a des années et qu'elle avait simplement refusé de reconnaître la fracture jusqu'à maintenant. Jusqu'à ce que les dents de Marcus dans la chair d'une autre fin la forcent à ressentir chaque centimètre des dégâts qu'elle portait. La meute a célébré. Les feux de joie ont brûlé plus fort. Quelqu'un a commencé à jouer du tambour. Des voix se sont élevées dans des chants traditionnels. Ria s'est tournée, s'est éloignée de la célébration, de la lumière, de 6 ans d'espoir qui s'étaient enfin miséricordieusement éteints. Personne n'a remarqué son départ. Elle savait qu'il ne le remarquerait même pas. Ria a fait ses bagages dans le noir. Sa chambre était petite. Un lit étroit, une commode, une étagère de livres de guérison. Tout ce qu'elle possédait tenait dans 2 sacs en cuir avec de la place en trop. Elle s'est déplacée méthodiquement. Vêtements, fournitures, le châle de sa mère, le journal. Elle a hésité devant le journal et pensé à le brûler, puis a décidé de ne pas le faire. Le brûler semblait trop dramatique, trop proche du deuil. Ce n'était pas du deuil, c'était simplement fini. Elle a laissé un mot sur la table de la cuisine. Court, pratique, je pars. Ne me cherchez pas, merci pour tout. Je vous souhaite à tous le meilleur. Elle a signé de son nom complet, Rihanna Ashmore. Comme si quelqu'un avait besoin de clarification. Comme si quelqu'un allait se demander quelle Rihanna était partie. La maison de la meute était vide, tout le monde était encore à la célébration. Le bruit portait depuis la clairière centrale. Rire, musique, joie. Ria est sortie par la porte de derrière, a traversé le potager et est entrée dans la forêt au-delà. Elle n'a pas couru. Courir impliquait la panique, suggérait que c'était impulsif plutôt qu'inévitable. Elle a marché d'un pas régulier et certain vers le nord, vers les terres frontalières. Derrière elle, la meute célébrait un avenir dont elle ne ferait jamais partie. Devant, la forêt s'ouvrait sur une obscurité qui semblait plus pure que de rester. Pour la première fois en 6 ans, Ria s'est choisie. Cela aurait dû être triomphal. Cela ressemblait au choix le plus solitaire qu'elle ait jamais fait. Marcus a réalisé qu'elle était partie 3 heures après le début de la célébration. La connexion qui l'avait tiraillée pendant la cérémonie de marquage, qui l'avait fait hésiter une demi-seconde avant que ses dents ne trouvent la gorge de Célestine, qui avait vibré d'une fausse note. Même alors qu'il accomplissait le rituel nécessaire, cette conscience s'est mise à crier. Pas fort, pas de manière évidente, mais persistante et douloureuse et impossible à ignorer. Il s'est excusé auprès de Célestine, lui a dit qu'il devait vérifier les patrouilles frontalières.
Elle a hoché la tête avec la compréhension d'une femme qui savait que ce mariage était plus du théâtre politique que de la romance. Ils étaient maintenant des alliés, des partenaires, pas des amants. Pas encore, peut-être jamais. La marque les liait légalement. Leur cœur restait des leurs. Marcus s'est dirigé vers la tente des guérisseurs. Il ne savait pas pourquoi, seulement que la fausse note provenait de cette direction. La tente était vide, les fournitures organisées. Aucun signe d'activité récente. Il a vérifié la maison des guérisseurs, également vide. La cuisine, le jardin, le petit bâtiment où dormait l'apprentie guérisseuse, tout était vide. La panique a commencé comme une tache froide dans sa poitrine. Il a trouvé l'ancienne Karen près du feu de joie, l'a prise à part. Où est-ce Rihanna? Karen a cligné des yeux. La guérisseuse. Oui. Où est-elle? Je ne l'ai pas vue depuis cet après-midi. Elle préparait des fournitures. Pourquoi? Marcus ne pouvait pas expliquer pourquoi. Seulement qu'il devait la trouver, qu'il devait confirmer qu'elle était ici, quelque part. En sécurité. Il a vérifié sa chambre. 2 sacs manquaient, les tiroirs de la commode à moitié vides. Les petites touches qui faisaient de cet espace le sien avaient disparu. Le mot attendait sur la table de la cuisine. Je pars. Ne me cherchez pas. Merci pour tout. Je vous souhaite à tous le meilleur. Rihanna Ashmore. Marcus l'a lu 3 fois. La fausse note s'est cristallisée en une compréhension sans compréhension. Elle était partie pendant sa cérémonie de marquage. Délibérément, silencieusement, de la manière dont Ria faisait tout, sans bruit ni drame. Choisissant simplement de disparaître avant que quiconque ne remarque qu'elle était là. Pourquoi? Il ne le savait pas. Mais la conscience qui le tiraillait dans la poitrine, la connexion qu'il avait ignorée pendant 6 ans parce que le devoir importait plus que le sentiment, hurlait qu'il devait la trouver, qu'il devait la ramener, qu'il devait comprendre ce qu'il avait perdu avant de savoir qu'il le possédait. Marcus a rassemblé ses guerriers les plus proches, Darion, Karen, 2 traqueurs. Trouvez Rihanna Ashmore, a-t-il ordonné. Fouillez chaque recoin du territoire de la meute. Interrogez tout le monde. Quand l'ont-ils vue pour la dernière fois? Où est-elle allée? Qu'a-t-elle dit? Ils se sont dispersés. La recherche a duré toute la nuit. À l'aube, un traqueur est revenu. Elle est partie vers le nord, vers les terres frontalières. Il y a 6, peut-être 7 heures. Pourquoi irait-elle là-bas? A demandé Darian. Le visage de Karen était illisible. Pourquoi allons-nous tous dans les terres frontalières? Parce que nous n'appartenons plus à aucun autre endroit. Marcus n'a pas attendu plus d'explications. Il a couru. Il a trouvé son journal dans sa chambre en cherchant des indices. Au fond du tiroir, enveloppé soigneusement comme si c'était important, comme si c'était précieux. Marcus s'est dit qu'il ne le lirait pas. Ce serait une violation. Une invasion de la vie privée que Ria méritait mieux. Il l'a lu quand même. 6 ans condensés en une écriture soignée, des entrées qui commençaient pleines d'espoir et se terminaient résignées. Une chronique d'une personne ignorée qu'il n'avait jamais remarquée, même s'il en était apparemment la cause. Aujourd'hui, il m'a vu. Marcus se souvenait vaguement de l'escarmouche à la frontière. 6 ans, cela semblait une éternité. Il avait été jeune, nouvellement alpha, essayant de faire ses preuves. Quelqu'un l'avait pensé, une guérisseuse. L'avait-il regardé? Il supposait que oui. Il ne se souvenait pas clairement de son visage. Il ne se souvenait pas de son nom jusqu'à des années plus tard, quand il a eu besoin de guérisseurs et que quelqu'un a mentionné que Rihanna était douée. Il a oublié. Mais ce n'est pas grave. Je ferai en sorte qu'il se souvienne. Sauf qu'elle n'avait pas fait en sorte qu'il se souvienne. Elle s'était rendue utile à la place. Essentielle de manière à ne nécessiter aucune reconnaissance. Elle avait soigné ses guerriers, laissé des médicaments anonymement, travaillé dans l'ombre pendant qu'il dirigeait dans la lumière. Je crois que je l'aime depuis si longtemps que j'ai oublié comment ne pas l'aimer. La main de Marcus tremblait. Elle l'avait aimé pendant 6 ans en silence, en servitude, dans cette sorte d'espoir patient qui tue lentement les gens de l'intérieur. Et il n'avait jamais remarqué, ne l'avait jamais regardé assez longtemps pour voir ce qu'elle offrait si librement. Certaines femmes sont faites pour être vues. Je n'en fais pas partie. Tu as tort, a murmuré Marcus dans la pièce vide. Tu as toujours été faite pour être vue. J'étais juste trop aveugle pour regarder. La dernière entrée l'a détruit. Probablement je me tiendrai en marge de la célébration, comme je me tiens en marge de tout.
présente mais invisible, ici, mais pas tout à fait réelle. Je crois que je suis fatigué d'essayer de l'être. Elle avait assisté à sa cérémonie de marquage, l'avait regardé se lier à Célestine, s'était tenue quelque part dans cette foule pendant qu'il accomplissait son devoir plutôt que son désir. Puis elle était partie, non pas en colère, non pas le cœur brisé, simplement épuisée, fatiguée de passer inaperçue, fatiguée d'aimer quelqu'un qui ne l'aimerait jamais en retour. Marcus a fermé le journal. Karen se tenait dans l'embrasure de la porte. Il ne l'avait pas entendu entrer. Tu n'aurais pas dû lire ça, a-t-elle dit, sans méchanceté. Je sais. Vas-tu la poursuivre? Oui. Pourquoi? Marcus a regardé le journal dans ses mains, 6 ans d'amour non dit, 6 ans de service qu'il avait accepté sans reconnaissance, 6 ans d'une femme se faisant assez petite pour tenir dans les espaces qu'il laissait derrière lui. Parce que je lui dois mieux que ça, a-t-il dit. Tu lui dois tout, a corrigé Corinne. Elle t'a sauvé la vie une fois. Elle a sauvé des morceaux de cette meute depuis lors. Silencieusement, sans reconnaissance. Et tu ne l'as jamais remercié correctement une seule fois. Je sais. Vraiment, la voix de Karine s'est durcie. Parce que de mon point de vue, tu ressembles à un homme qui vient de réaliser ce qu'il avait seulement après l'avoir perdu. Et ça, Marcus Thorne, c'est la pire des prises de conscience. Alors que voudrais-tu que je fasse? Laisse-la partir. Les mots l'ont frappé comme un coup. Laisse-la partir, a répété Karen. Laisse-la trouver la paix. Laisse-la construire une vie où elle est vue, valorisée et choisie. Pas comme une pensée après coup, pas comme une consolation, mais comme un premier choix. Elle mérite ça, même si tu ne peux pas le lui donner. Marcus se tenait là, le journal toujours dans ses mains. Non, a-t-il dit. Non, je la trouverai, je la ramènerai. Et si elle ne veut pas revenir, alors... Marcus a hésité. Alors je la convaincrai. Avec quoi de jolies paroles, des excuses 6 ans trop tard. Elle t'a aimé pendant que tu l'ignorais. Pourquoi devrait-elle croire un mot de ce que tu dis maintenant? Marcus n'avait pas de réponse. Karine a soupiré, l'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Parfois, on ne sait pas ce qu'on a avant de le perdre. Mais Rihanna n'était pas quelque chose que tu avais, Marcus. C'était quelqu'un que tu as ignoré. Il y a une différence. Et cette différence pourrait être ce qui l'empêchera de te faire confiance à nouveau. Elle l'a laissé seule avec le journal et ses échecs. Marcus a préparé des provisions, a dit à Célestine qu'il devait s'occuper d'affaires de la meute. Elle n'a pas demandé de détails. Leur lien, nouveau et creux, n'exigeait pas d'explication. 3 jours après la disparition de Ria, Marcus l'a suivie vers le nord, vers les terres frontalières, vers une femme qu'il avait aimée si longtemps qu'elle avait oublié comment s'arrêter, vers un règlement de compte qui se préparait depuis 6 ans. Les terres frontalières existaient dans les espaces entre les territoires. Aucun alpha ne les revendiquait. Aucune meute ne les gouvernait. Des parias y vivaient, des compagnons rejetés, des loups orphelins, des personnes âgées sans famille. Quiconque ne s'intégrait pas parfaitement dans la hiérarchie de la meute. Ce n'était pas sans loi, simplement non gouverné. Les loups qui y vivaient créaient leur propre structure, leurs propres règles. La survie sans le poids de la tradition. Marcus a suivi la piste de Ria jusqu'à une colonie à 3 jours au nord du territoire de Blackwood. Une douzaine de bâtiments rudimentaires regroupés autour d'un puits central, des jardins creusés dans le sol de la forêt, de la fumée s'élevant des feux de cuisine, des enfants jouant près de la lisière des arbres, de vieux loups assis au soleil de l'après-midi. Ria se tenait près du puits, enseignant à une jeune femme comment bander un poignet foulé. Marcus s'est arrêté à la lisière de la colonie. Elle avait l'air différente, pas physiquement, mais quelque chose dans sa posture avait changé, moins prudente, moins contenue. Elle a ri de quelque chose que la jeune femme a dit. Le son a traversé la clairière, léger et réel et totalement étranger aux oreilles de Marcus. L'avait-il déjà entendu rire avant? Il ne s'en souvenait pas, ne se souvenait pas de sa voix, sauf quand elle disait « Oui, Alpha » ou « Tout de suite » ou « Bien sûr ». Il ne se souvenait pas de son visage, sauf comme quelque chose d'aperçu en passant dans la vie de la meute. Elle a fini le bandage, s'est levée, s'est tournée, l'a vu. Le rire s'est éteint. Son expression s'est refermée, est devenue le masque prudent et vide qu'il a soudainement reconnu de 6 années à ne pas prêter attention. Elle n'a pas couru ni ne s'est cachée. Elle a marché vers lui d'un pas régulier,
celui de quelqu'un qui aborde une tâche désagréable mais nécessaire. Ils se sont rencontrés à mi-chemin. Alpha, a-t-elle dit, formelle, distante. Ria, pourquoi es-tu ici? Je suis venu te ramener à la maison. Je suis à la maison. Marcus a regardé autour de lui la colonie. Rude, brute, rien à voir avec la confortable maison de la meute qu'elle avait quittée. Ce n'est pas chez toi. C'est maintenant chez moi. La meute a besoin de toi. Finalement, quelque chose a vacillé dans ses yeux. La meute m'a eu pendant 6 ans. Personne n'avait assez besoin de moi pour me voir. Les mots de son journal, les entendre prononcer à voix haute, faisaient plus mal que de les lire. Je ne savais pas, a dit Marcus. Je ne savais pas que il a hésité, que tu tenais à moi. Le rire de Ria fut sec, amer, rien à voir avec le son léger d'il y a quelques instants. Bien sûr que tu ne savais pas. Je me suis assuré que tu ne le saurais pas, parce qu'être invisible était plus sûr que d'être vu et rejeté. Tu n'as jamais été... J'étais juste un élément du décor. Elle s'est approchée, les yeux brillants de quelque chose que Marcus n'y avait jamais vu auparavant. De la colère peut-être, ou une fatigue qui trouvait enfin sa voix. J'ai passé 6 ans à soigner tes guerriers, à m'occuper de ta meute, à laisser des médicaments sur le seuil de ta porte quand tu étais malade, à me rendre utile de toutes les manières possibles. Et tu ne m'as jamais regardé assez longtemps pour te souvenir de mon nom sans qu'on te le rappelle. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Quand as-tu appris mon nom, Marcus? Ah, vraiment l'appris? Pas comme cette guérisseuse ou l'apprentie de Karine, mais comme Rihanna. Silence. C'est bien ce que je pensais. Je suis désolé. Désolé ne me rendra pas 6 ans. Sa voix s'est légèrement brisée, juste assez pour révéler la blessure sous les mots. Désolé n'efface pas le fait que tu m'as ignoré chaque jour pendant que je t'aimais si fort que j'ai oublié comment m'aimer moi-même. Tu m'aimes. La question est sortie avant que Marcus ne puisse l'arrêter. L'expression de Ria est devenue froide. J'aimais, passé. Tu as marqué une autre femme. Ce choix est permanent. J'ai marqué Célestine pour la meute, pour l'alliance. Pas parce que tu la voulais, pas parce que tu l'aimais. Je sais. Je sais que c'était le devoir. Je sais que c'était stratégique. Ça ne rend pas la chose moins douloureuse. Elle s'est détournée. Rentre chez toi, Marcus. Retourne auprès de ta Luna, de ta meute, de ton devoir. Laisse-moi avoir cette seule chose. Laisse-moi disparaître avant de m'effacer complètement. Je ne peux pas. Tu n'as pas le choix. Toi non plus. Il a attrapé son bras, doucement, prudemment. Il y a une connexion entre nous. Je l'ai senti pendant la cérémonie de marquage. Elle m'a tiraillé, m'a fait hésiter. Je l'ai ignoré parce que je pensais que c'était juste de la culpabilité ou du doute. Mais c'est réel, n'est-ce pas? Ria est devenue très immobile. Tu l'as senti aussi, a continué Marcus. Quand j'ai marqué Célestine, tu l'as senti. Elle a retiré son bras. Ce que j'ai senti n'a plus d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Depuis quand? Depuis que j'ai lu ton journal. La couleur a quitté son visage. Tu n'avais pas le droit. Je sais, mais c'était privé. C'était à moi. Le seul endroit où je pouvais être honnête sans conséquence. Je sais et je suis désolé. Mais Ria, ses entrées, 6 ans à m'aimer en silence. 6 ans à te faire petite et utile et ignorée parce que tu pensais que c'était ce dont j'avais besoin. Je n'ai jamais voulu ça. Je n'ai jamais demandé ça. Tu ne m'as jamais rien demandé. C'était ça le problème. Des larmes brillaient dans ses yeux maintenant. Elle les a ravalées furieusement. Sais-tu ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui ne sait même pas que tu existes? De le regarder chaque jour et de savoir que ton monde entier tourne autour d'une personne qui ne remarquerait pas si tu disparaissais. J'étais dans ta maison, dans ta tente de guérisseur, en ta présence des dizaines de fois, et tu ne m'as jamais vu. Pas vraiment, pas avant que je parte. Tu as raison, l'aveu a semblé la surprendre. Tu as raison, a répété Marcus. Je ne t'ai pas vu. J'ai accepté ton service sans reconnaissance. J'ai utilisé tes compétences sans gratitude. Je suis passé devant toi des centaines de fois sans vraiment regarder. J'étais égoïste et aveugle, et je t'ai manqué de toutes les manières possibles. Alors pourquoi es-tu ici? Parce que je veux faire mieux. Il est trop tard pour faire mieux. Vraiment? Il s'est approché. Elle a tenu bon. Est-il vraiment trop tard ou as-tu simplement peur que si je te laisse essayer, je te décevrai à nouveau? Je n'ai pas peur. Je suis fatigué.
Les mots sont sortis brisés, honnêtes. Je suis si fatigué d'espérer que tu me verras, de me faire plus petite pour que tu remarques l'espace que j'occupe. Je ne peux plus faire ça, Marcus. Je ne peux plus t'aimer. Ça me tue, alors ne m'aime pas. Elle a cligné des yeux, confuse. Ne m'aime pas, a répété Marcus. Laisse-moi le mériter à la place. Laisse-moi prouver que je te vois maintenant, que je te vois vraiment. Pas comme une guérisseuse, pas comme quelqu'un d'utile, mais comme Rihanna Ashmore, la femme qui m'a sauvé la vie il y a 6 ans. La femme que j'ai été trop aveugle pour apprécier jusqu'à maintenant. Je n'ai plus besoin que tu me vois. Peut-être pas, mais j'ai besoin d'essayer. Pourquoi donc? Parce que tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. Et parce que, il a hésité, a pris une inspiration. Parce que j'ai marqué Célestine en pensant à toi. Parce que la conscience m'a attiré vers toi, même si le devoir m'attirait vers elle. Parce que, quelque part au cours des 6 dernières années, tu es devenu essentiel. Et j'étais trop stupide pour le reconnaître. Ria et secoué la tête. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi maintenant que je suis parti. Tu aimes la culpabilité, le regret, la chance d'être noble et rédempteur. Mais tu ne m'aimes pas. Tu as raison, a dit doucement Marcos. Je ne t'aime pas. Pas encore, pas correctement. Mais je pourrais, si tu me le permets. Si tu me donnes la chance de te connaître, de vraiment te connaître. Pas comme un élément du décor, pas comme une commodité, mais comme la femme que tu es quand personne ne regarde. La femme que je suis quand personne ne regarde est fatiguée, et bientôt, est si seule que ça fait mal. Elle a rencontré son regard. C'est ça que tu veux savoir? Est-ce assez honnête? Oui, alors sache ceci aussi. J'ai fini d'attendre que tu me choisisses. J'ai fini de me faire petite. Je me choisis maintenant. Je choisis ma paix, ma voix, ma valeur. Et si tu me respectes vraiment, tu me laisseras tranquille. Elle s'est tournée et retournée vers la colonie. Marcus l'a regardé partir. Chaque instinct lui hurlait de la suivre, de discuter, de convaincre. Mais les mots de Karen résonnaient dans sa mémoire. Parfois, on ne sait pas ce qu'on a avant de le perdre. Mais Rihanna n'était pas quelque chose que tu avais. C'était quelqu'un que tu as ignoré. Ria s'était choisie. Pour la première fois en 6 ans, elle avait mis ses propres besoins en premier. Et Marcus, qui avait passé ces mêmes 6 ans à accepter son service sans reconnaissance, n'avait aucun droit de lui enlever ce choix, lui aussi. Il est retourné sur le territoire de Blackwood le lendemain matin. Célestine attendait, la marque sur sa gorge sombre et permanente. L'as-tu trouvé? A-t-elle demandé. Oui. Est-elle revenue avec toi? Non. Célestine a étudié son visage. Bien, bien. Tu m'as marqué alors que tu étais amoureux de quelqu'un d'autre. C'est assez humiliant. Je ne vais pas en plus vivre avec son fantôme dans notre maison. Elle s'est détournée. Gère ta culpabilité. Fais le deuil de ta perte, mais fais-le loin de moi. Nous avons une alliance à maintenir, que ton cœur y soit ou non. Marcus se tenait seul dans la maison vide. La connexion à Célestine semblait creuse, légale, nécessaire, mais vide. La conscience de Ria le tiraillait comme une blessure qui ne se refermerait pas. Il avait mobilisé toute la meute pour la trouver. Mais la trouver n'avait fait que révéler à quel point il l'avait complètement perdue, et il n'avait personne d'autre à blâmer que lui-même. 3 mois passèrent comme de l'eau entre des mains jointes. Rihanna a appris à dormir sans rêver de l'alpha qui ne l'avait jamais vraiment vu, a appris à se réveiller sans le poids immédiat d'être ignoré pesant sur sa poitrine, a appris que l'utilité n'exigeait pas l'effacement de soi. La colonie des terres frontalières a grandi autour d'elle comme de la mousse sur une pierre. Lente, organique, essentielle, elle a enseigné la guérison à quiconque voulait apprendre. De vieux loups aux mains arthritiques mémorisant des combinaisons d'herbes. De jeunes mères comprenant la gestion de la fièvre. Des enfants orphelins apprenant à identifier la sanguinaire et l'achillée et la douzaine d'autres plantes qui faisaient la différence entre la vie et la mort. En retour, il la voyait, non pas comme un élément du décor, non pas comme une commodité, mais comme Rihanna. Ria, la femme qui fredonnait en broyant des médicaments, qui riait quand les enfants lui apportaient des plantes parfaitement fausses, confiants et dans l'erreur, qui s'asseyait avec les mourants et ne détournait pas le regard de leur peur. Elle avait un nom ici, une place, un but qui lui appartenait plutôt que d'être emprunté aux besoins de quelqu'un d'autre. Cela aurait dû être suffisant. La plupart du temps, c'était presque le cas. Mais la nuit, quand la colonie se calmait, que les enfants dormaient,
et que les vieux loups se repliaient sur leurs souvenirs, Ria sentait la conscience la tirailler, toujours là, toujours présente. Un fil la reliant à quelque chose qu'elle avait choisi de laisser derrière elle. Elle ne savait pas si Marcus le sentait aussi. Elle se disait qu'elle s'en fichait. Le mensonge avait un goût familier maintenant. La première fois que Ria a dit la vérité et l'a vue atterrir avec un poids qu'elle ne pouvait expliquer, elle a pensé que c'était une coïncidence. Un traître était passé par la colonie, un homme rude aux yeux calculateurs. Il offrait des fournitures en échange de travail, un commerce équitable en surface, mais quelque chose en lui mettait Ria mal à l'aise. Elle l'a regardé négocier avec l'ancienne Hawthorne, le chef non officiel de la colonie. 70 ans, avec un esprit toujours aussi vif qu'un éclat de verre, mais son ouïe avait baissé. Ses yeux manquaient des détails qu'ils auraient saisis des décennies plus tôt. Les conditions du traître semblaient raisonnables. Ria savait qu'elle ne l'éteint pas. Il ment. Les mots sont sortis avant qu'elle n'y pense. Clair, certain, portant à travers la petite foule rassemblée pour la négociation. Tout le monde s'est tourné. L'expression du traître a vacillé brièvement. Surprise, suivie de calcul. « Excusez-moi », a-t-il dit. Ria s'est avancée. Elle n'avait pas l'intention de parler, n'avait pas prévu d'interrompre. Mais les mots s'étaient extraits de quelque part de profond et de vrai. Vous mentez sur les fournitures, les quantités, la qualité, les conditions. C'est une accusation grave, c'est la vérité. Le traître a ouvert la bouche pour argumenter, puis s'est arrêté. Son visage est devenu étrange, conflictuel, comme si quelque chose à l'intérieur de lui était en guerre avec quelque chose à l'extérieur. Quand il a parlé à nouveau, les mots sont venus à contre-cœur, forcés. La farine est coupée avec de la sueur. Le sel est sale. Les couvertures sont mitées. J'allais prétendre que c'étaient des marchandises de qualité. Le silence s'est abattu sur l'assemblée. Le traître avait l'air aussi choqué que tout le monde. Sa main est allée à sa gorge, les yeux grands ouverts. Je ne voulais pas dire ça, mais il l'avait dit. Il ne pouvait pas le dédire. L'expression de l'ancienne Hawthorne s'est durcie. Partez maintenant et ne revenez pas. Le traître s'est enfui. La foule s'est tournée vers Ria. Comment le saviez-vous? A demandé quelqu'un. Ria n'avait pas de réponse. Elle l'avait simplement su. De la même manière qu'elle savait quand une blessure s'infecterait avant que l'infection ne se manifeste. De la même manière qu'elle comprenait quelles plantes guériraient et lesquelles nuiraient. L'instinct, l'intuition, la vérité s'élevant pour rencontrer la malhonnêteté et refusant de la laisser passer sans contestation. « Je ne sais pas », a-t-elle dit, mais elle le savait, quelque part sous la pensée consciente. Elle le savait. Une vieille femme s'est approchée après que la foule se soit dispersée. Sienna, ancienne au-delà de tout compte, vivait à la lisière de la colonie dans une maison qui sentait la sauge et les vieux secrets. « Tu portes le sang ancien, » a dit Sienna. « Ce n'était pas une question. Je ne comprends pas. Le sang de témoins, les gardiens de la vérité. Nous étions autrefois honorés avant que les meutes ne décident que la vérité était gênante. Les yeux de Sienna étaient voilés par l'âge, mais vifs de reconnaissance. Quand tu dis la vérité, les mensonges ne peuvent pas y résister. Pas par la force, par l'exposition. Les malhonnêtes entendent leur propre tromperie et ne peuvent s'empêcher d'avouer. Ce n'est pas possible. Et pourtant, le traître a avoué. Les mains de Ria tremblaient. Elle les a jointes, s'est stabilisée. Si je porte ce sang, pourquoi ne s'est-il jamais manifesté avant? Parce que tu es restée silencieuse trop longtemps. Sienna a touché brièvement et doucement l'épaule de Ria. Parler vrai nécessite une voix. Tu as passé 6 ans inaperçu. Pas étonnant que le don soit resté dormant. Ce n'est pas un don. C'est dangereux. Toute vérité est si dangereuse pour ceux qui profitent des mensonges. Sienna s'est détournée. Utilise-le sagement ou ne l'utilise pas du tout. Mais sache ceci, le don deviendra plus fort, que tu le veuilles ou non. Le silence l'a nourri pendant des années. Maintenant que tu as trouvé ta voie, la vérité répondra. Elle a laissé Ria debout dans la clairière vide. La conscience de Marcus a tiré plus fort cette nuit-là, comme si la distance avait senti son changement et avait réagi, comme si ce qui les reliait reconnaissait l'éveil et exigeait une reconnaissance. Ria l'a ignoré. Elle apprenait comment faire. Sur le territoire de Blackwood, Marcus Thorne s'effondrait avec une lenteur exquise. La meute ne l'a pas vu au début. Il dirigeait toujours, prenait toujours des décisions,
maintenait toujours la performance soignée de l'autorité de l'alpha. Mais ceux qui le connaissaient le mieux reconnaissaient les fractures. Darian a remarqué comment Marcus fixait le vide pendant les réunions du conseil, comment ses réponses venaient en retard, comme s'il devait ramener son attention d'un endroit lointain. L'ancienne Karen l'a vu debout devant la maison des guérisseurs à des heures étranges. N'entrant pas, juste debout, regardant des fenêtres qui ne contenaient plus la personne qu'il cherchait. Célestine a senti l'espace creux dans leur connexion. La marque sur sa gorge les liait légalement, politiquement, mais émotionnellement. Ils existaient dans des univers séparés qui se trouvaient partager le même espace physique. Elle l'a confronté 6 semaines après la cérémonie de marquage. Ils se tenaient dans les quartiers privés de l'Alpha, la lumière du soir tombant en billets à travers les fenêtres. La pièce était trop grande pour 2 personnes qui n'avaient rien de réel à se dire. « Tu m'as marqué », a dit Célestine sans préambule, sans douceur. « Mais ton âme lui appartient. » Marcus ne l'a pas insulté en niant. « Nous avions un accord, a-t-elle continué. Alliance politique, bénéfice mutuel. Je sécurise des ressources pour mon territoire. Tu sécurises la stabilité pour le tien, propre, simple, sans effusion de sang. Oui, sauf que ce n'est pas sans effusion de sang, n'est-ce que pas? Elle a touché la marque à sa gorge. Ceci nous lie légalement, en permanence. Et pourtant, tu me regardes comme si j'étais une étrangère portant ta promesse. J'essaie, je sais, c'est ce qui rend la chose pire. Célestine s'est approchée de la fenêtre, a regardé les terres de la meute auxquelles elle n'appartiendrait jamais vraiment. J'ai aussi été forcé à faire ça. Le savais-tu? Marcus est devenu immobile. Mon père a menacé de déshériter notre territoire si je ne sécurisais pas l'alliance avec Blackwood. Nous sommes riches en ressources, mais politiquement faibles. Sans votre protection, nous sommes vulnérables à une prise de contrôle, à une absorption, à un effacement. Sa voix est restée égale, contrôlée. Alors j'ai souri, j'ai accepté, j'ai exposé ma gorge à tes dents parce que le devoir l'exigeait. Célestine, je ne demande pas de sympathie. J'énonce des faits. Elle s'est tournée pour lui faire face. Nous sommes tous les deux piégés dans une prison que nous avons construite avec nos propres choix. Mais je ne vivrai pas dans cette prison pendant que tu te languis d'une femme qui a eu le courage de partir. Je ne me languis pas. Tu vérifies la maison des guérisseurs chaque nuit pour voir si elle est revenue. Tu envoies des éclaireurs dans les terres frontalières chaque semaine pour des rapports sur son bien-être. Tu gardes son journal dans le tiroir de ton bureau et je t'ai vu le lire quand tu penses que personne ne regarde. L'expression de Célestine est restée neutre. C'est se languir, Marcus, et c'est humiliant. Pas pour toi, pour moi. Le silence s'est étiré entre eux. J'ai besoin que cette alliance fonctionne, a finalement dit Célestine. Mon territoire en dépend. Alors, je jouerai mon rôle. Je serai ta Luna. Je me tiendrai à tes côtés et sourirai et maintiendrai la fiction nécessaire. Mais ne me demande pas de prétendre que ton cœur y est, et ne t'attends pas à ce que je pardonne le fait que tu m'as marqué en aimant quelqu'un d'autre. Elle est partie avant qu'il ne puisse répondre. Marcus se tenait seul dans la pièce trop grande. La marque sur sa propre épaule, celle qui le liait à Célestine, pulsait d'une obligation creuse. Légale, nécessaire, vide. La conscience de Rhea tiraillait plus fort. Il a pressé sa main contre sa poitrine, comme si la pression pouvait soulager la douleur. Ça n'a pas marché, ça ne marchait jamais. La crise frontalière a commencé avec de la fumée à l'horizon est. Le territoire de Stone Ridge, à 3 jours de cheval des terres de Blackwood, gouverné par l'Alpha Nathan Steele, ambitieux, calculateur, patient à la manière des prédateurs qui ont déjà choisi leur proie. Les premiers éclaireurs ont signalé des mouvements. Les guerriers de Nathan se rassemblant à la frontière, ne traversant pas, pas encore, mais présents, observant, attendant. Darian a apporté la nouvelle à Marcus lors du conseil du matin. Nathan nous teste, a dit Darian. Il sait pour la fracture, pour le départ de Rhea, pour la marque creuse. Il sent la faiblesse. Combien de guerriers, a demandé Marcus. 50 à la frontière, peut-être plus derrière eux. Les anciens du conseil se sont agités, des murmures inquiets remplissant l'espace. Nous devrions répondre par la force, a suggéré un ancien. Montrer notre force. Nous devrions négocier, a rétorqué un autre. Éviter le conflit. Marcus n'a rien dit, son attention attirée vers le nord, vers les terres frontalières, vers la femme qui avait autrefois sauvé sa vie et des dizaines d'autres en silence.
Qui saurait comment gérer ça? Qui avait toujours su comment gérer les choses qu'il était trop aveugle pour voir? Sauf qu'elle n'était pas là, et il n'avait aucun droit de lui demander de revenir. Doublez les patrouilles frontalières, a ordonné Marcus. Envoyez un message à Nathan pour lui dire que toute incursion sera accueillie avec toute notre force, mais n'engagez pas le combat à moins qu'il ne franchisse la ligne en premier. Le conseil s'est dispersé. Darian est resté. Tu penses à elle, a-t-il dit. Marcus n'a pas demandé de qui il parlait. Oui. Vas-tu lui demander de revenir? Non. Même si la meute a besoin d'elle, la meute l'a eue pendant 6 ans sans l'apprécier. Je ne referai pas cette erreur. Marcus s'est levé, s'est approché de la fenêtre. Si Ria revient, ce sera son choix, pas ma manipulation, pas le désespoir de la meute, son choix. Et si elle choisit de ne pas le faire, alors nous gérerons ça sans elle. Darian l'a étudié pendant un long moment. Tu as changé. Trop tard, apparemment. Peut-être, peut-être pas. Darian s'est dirigé vers la porte, a fait une pause. Pour ce que ça vaut, je pense qu'elle t'aimait assez pour se détruire. Le fait qu'elle se soit choisie à la place, ça a demandé plus de courage que de rester, n'en aurait jamais demandé. Il a laissé Marcus seul avec cette vérité. Le message est arrivé 3 jours plus tard. Un coureur des terres frontalières, jeune, nerveux comme le sont les loups en entrant dans un territoire qui n'est pas le leur. Elle portait une lettre scellée adressée à l'Alpha Marcus Thorne. Marcus l'a ouverte avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. Alpha Thorne, je vous écris pour vous informer que des loups de Stone Ridge harcèlent les colonies des terres frontalières, prenant des provisions, menaçant de violence. Ils prétendent que la meute de Blackwood est trop faible pour défendre même un territoire neutre. Je ne demande pas de protection. Nous gérons nos propres problèmes ici, mais j'ai pensé que vous devriez savoir que votre faiblesse se fait sentir au-delà de vos frontières et que des innocents en perdent le prix. Rihanna Ashmore. Marcus l'a lu 2 fois. Les mots étaient formels, distants, mais sous la formulation prudente. Il a entendu de l'inquiétude, non pas pour lui, mais pour les innocents pris entre des jeux territoriaux. Il a répondu immédiatement. Rihanna, je déploie des guerriers pour patrouiller près des terres frontalières. Ils n'interféreront pas avec l'autonomie de votre colonie, mais ils mettront fin au harcèlement de Stone Ridge. La meute est en crise. Nathan Steele se prépare à envahir. Nos défenses sont solides, mais le moral est fracturé. Les gens ont peur. Je ne te demande pas de revenir pour moi. Mais des loups innocents souffriront si cela dégénère en guerre. Des enfants, des personnes âgées, ceux qui ne peuvent pas se battre. Si tu peux trouver en toi la force de les aider, je t'en serai reconnaissant. Marcus. Il l'a envoyé avec le coureur, ne s'est pas permis d'espérer une réponse. Ria a reçu la lettre au coucher du soleil. Elle l'a lue 3 fois dans l'intimité de sa petite chambre. Des loups innocents souffriront. Des enfants, des personnes âgées, ceux qui ne peuvent pas se battre. Les mêmes innocents qu'elle avait passé 6 ans à protéger, à soigner, à s'occuper quand personne d'autre ne le remarquait. Marcus la manipulait, utilisant sa compassion comme levier. Elle le savait. Mais elle savait aussi qu'il avait raison. La guerre ne ferait pas de discrimination. Elle prendrait les plus vulnérables en premier. Les guérisseurs qui essayaient de sauver des vies pendant que les guerriers les prenaient. Les enfants qui ne comprenaient pas pourquoi les adultes résolvaient les problèmes par la violence. Les personnes âgées qui avaient déjà trop survécu pour mourir dans le jeu politique de quelqu'un d'autre. Ria a réfléchi à la décision pendant 2 jours. La communauté des terres frontalières l'a observé sans la presser. Ils avaient appris à lire ses silences, à lui donner de l'espace quand elle en avait besoin. Le 3e jour, elle a trouvé l'ancienne Sienna. Si je retourne, a dit Ria, j'y vais pour eux, pas pour lui. Bien sûr, l'expression de Sienna ne trahissait rien. Je ne reste pas, juste assez longtemps pour aider. Puis je reviens ici. Si c'est ce que tu choisis, c'est ce que je choisis. Sienna a hoché la tête lentement. Le don est devenu plus fort depuis le traître. Tu ne pourras pas le cacher dans une meute complète. La vérité fera surface, que tu le veuilles ou non. Je sais. Cela te rendra dangereuse pour ceux qui profitent des mensonges. Bien. Sienna a presque souri. Tu as changé, enfant. Il y a 3 mois, tu aurais ravalé le don pour maintenir la paix. Il y a 3 mois, j'essayais encore de disparaître. Ria s'est levée. J'en ai fini avec ça. Elle a fait ses bagages cette nuit-là et a envoyé un coureur en avant avec un message simple. J'arrive.
Pas pour toi, pour eux. Ria est revenue sur le territoire de Blackwood un mardi matin. Elle a franchi les portes principales seule. Pas de fanfare, pas d'annonce. Elle est simplement arrivée comme si 3 mois avaient été 3 heures. La meute l'a immédiatement remarqué. Les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre. La guérisseuse, celle qui est partie, elle est revenue. Mais quelque chose était différent chez elle. Elle se tenait plus droite, rencontrait les regards au lieu de les éviter, se déplaçait dans les terres de la meute, comme si elle y appartenait plutôt que de s'excuser pour l'espace qu'elle occupait. Marcus a senti son arrivée par la conscience avant que quiconque ne le lui dise. Ce tiraillement, cette douleur constante, chantait de proximité, de soulagement, de quelque chose de trop compliqué pour être nommé. Il l'a trouvée à la maison des guérisseurs, déballant des fournitures, organisant l'espace de travail qui avait été entretenu mais pas vraiment utilisé en son absence. « Tu es revenu », a-t-il dit depuis l'embrasure de la porte. Ria ne s'est pas tournée. « Je suis revenu pour la meute, pour les innocents qui souffriront si cela se transforme en guerre. Pas pour toi. Je sais, vraiment. » Maintenant, elle l'a regardé, ses yeux plus durs qu'il ne s'en souvenait, plus certains. Parce que le Marcus que je connaissais il y a 3 mois aurait entendu ça et aurait quand même trouvé un moyen de le ramener à lui. L'observation a s'atterri comme une lame entre les côtes. « Tu as raison, » a dit Marcus. « Le Marcus d'il y a 3 mois l'aurait fait. J'essaie d'être différent. Essayer n'est pas la même chose que réussir. » Non, mais c'est un début. Ria s'est retournée vers son travail. « J'aiderai à stabiliser la meute. Je soignerai quiconque a besoin de guérison. Je ferai ce que je peux pour éviter la guerre. Ensuite, je repartirai. » Je comprends. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je ne le ferai pas. Elle ne le croyait pas. Il pouvait le voir dans la posture de ses épaules, la distance prudente qu'elle maintenait entre eux. Il ne la blâmait pas. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas simplement parce que quelqu'un prétend avoir changé. Marcus l'a laissé à son travail. La conscience entre eux vibrait de proximité et de douleur à parts égales. La vérité est venue 3 heures après l'entrée de Ria sur le territoire de la meute. Elle soignait la blessure d'entraînement d'un guerrier quand c'est arrivé. Darian, fiable, loyal, l'un des amis les plus proches de Marcus. « Comment est-ce arrivé ?» a demandé Ria, examinant la profonde entaille sur son avant-bras. « Accident d'entraînement », a dit Darian. « Trop vite, trop facilement. » Le mensonge sonnait faux dans l'air. La main de Ria s'est immobilisée, le don du sang de témoin s'élevant avant qu'elle ne puisse le réprimer. « Non, a-t-elle dit, ce n'était pas ça. » Darian a cligné des yeux. « Excuse-moi, ce n'est pas une blessure d'entraînement. L'angle est faux, la profondeur est fausse. Dis-moi la vérité. » La bouche de Darian s'est ouverte, s'est refermée. Son expression est devenue étrange, conflictuelle. Quand il a parlé à nouveau, les mots sont venus à contre-cœur. « Je l'ai eu en séparant une bagarre. 2 guerriers se disputaient pour savoir si la meute aurait dû te laisser partir. C'est devenu physique, je suis intervenu. L'un d'eux avait un couteau. Pourquoi mentir? Parce que Marcus n'a pas besoin de savoir que la meute se fracture à cause de toi. L'aveu est sorti dur, frustré. Je ne voulais pas te dire ça. » Les mains de Ria tremblaient. Elle les a stabilisées, a fini de bander son bras en silence. Darian est parti, l'air secoué. La nouvelle s'est répandue. Le soir, toute la meute savait que la guérisseuse était revenue et qu'elle portait quelque chose qui rendait les mensonges impossibles. Les aveux ont commencé modestement. Un membre du conseil admettant avoir accepté des pots de vin. Un guerrier avouant sa lâcheté lors de la dernière escarmouche à la frontière. Une ancienne reconnaissant qu'elle avait manipulé les décisions de la meute pour son gain personnel. Pas de révélation violente, pas d'explosion, juste une vérité lente et inconfortable faisant surface comme des corps d'un lac. La meute a paniqué. Elle sème le chaos, a dit quelqu'un. Elle expose ce qui était déjà brisé, a rétorqué un autre. La division s'est approfondie. Marcus a convoqué un conseil d'urgence cette nuit-là. Ria se tenait devant eux, calme, centrée d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. « Que se passe-t-il » a exigé l'ancienne Hawthorne. Les loups ne peuvent s'empêcher d'avouer. Les secrets se répandent partout. « Est-ce que votre œuvre... » « Oui, a dit simplement Ria. Des allaitements ont rempli la chambre. Je porte le sang de témoin. La lignée des gardiens de la vérité. Quand je suis présente, les mensonges deviennent difficiles à maintenir. Les malhonnêtes entendent leur propre tromperie
et ne peuvent s'empêcher de dire la vérité. C'est dangereux, a dit un autre ancien. La vérité est toujours dangereuse pour ceux qui profitent des mensonges. Célestine s'est levée de son siège, la marque sur sa gorge sombre à la lueur des bougies. Vous ne pouvez pas simplement revenir et déstabiliser tout ce que nous avons construit. Je n'ai rien déstabilisé. J'ai révélé ce qui était déjà instable. Ria a rencontré son regard sans ciller. La corruption, la lâcheté, les fractures secrètes, elles existaient avant mon arrivée. Je les ai simplement rendues visibles. La visibilité n'est pas toujours utile. L'aveuglement non plus. Les deux femmes se sont regardées. Luna est témoin, pouvoir et vérité, aucune ne voulant détourner le regard la première. L'ancienne Karen a rompu le silence. Le sang de témoin, a-t-elle dit lentement. Je n'ai pas entendu ce terme depuis 50 ans. Vous savez ce que c'est, a demandé Marcus. De vieilles histoires, d'anciennes lignées. Karen s'est levée, s'est avancée au centre de la chambre. Avant que les meutes ne s'organisent autour des alphas et de la hiérarchie, nous avions des gardiens de la vérité, des femmes pour la plupart, qui portaient le don du témoignage. Quand elles disaient la vérité, les mensonges s'effondraient. Quand elles dénonçaient la malhonnêteté, les malhonnêtes ne pouvaient maintenir leur tromperie. Que leur est-il arrivé? A demandé quelqu'un. L'expression de Karen s'est assombrie. Les meutes sont devenues puissantes. Les chefs voulaient le contrôle sur la vérité, sur le récit, sur ce qui pouvait être dit et ce qui devait rester caché. Alors elle a fait une pause, a choisi ses mots avec soin. Ils ont découragé le sang de témoin par le silence forcé, l'exil et l'effacement de l'histoire. Nous les avons oubliés volontairement. Pourquoi? Parce que la vérité sans contrôle est dangereuse pour le pouvoir. Karen a regardé Ria et apparemment, nous avons trop bien oublié. Parce que voici une porteuse du sang de témoin et elle nous rappelle pourquoi nous avions peur. Ria a senti tous les regards se poser sur elle, non pas avec révérence, mais avec peur, avec calcul, avec la compréhension que sa présence rendait les mensonges confortables impossibles. « Je ne suis pas ici pour vous détruire », a-t-elle dit doucement. « Je suis ici pour empêcher des innocents de mourir dans une guerre construite sur des fondations fracturées. Si la vérité vous déstabilise, peut-être n'étiez-vous jamais stable au départ. » Célestine s'est avancée. Alors réglons cela correctement. Réglez quoi? La question de ce que vous êtes, de ce que vous signifiez, de savoir si le sang de témoin sert cette meute ou la menace. Les yeux de Célestine brillaient de quelque chose de vif. J'invoque l'épreuve de la rupture. La chambre a éclaté, les voix s'élevant, les anciens se disputant, les guerriers demandant des explications. Marcus s'est levé. Non. Célestine s'est tournée vers lui. Tu n'as pas l'autorité de refuser. L'ancienne loi permet à toute Luna d'invoquer la rupture lorsque des liens concurrents menacent la stabilité de la meute. Il n'y a pas de lien concurrent, n'est-ce pas? Elle a fait un geste vers Ria. Tu m'as marqué, mais mais ton âme lui appartient. La meute le voit. Je le vois. Même elle le voit. C'est de la compétition, que tu le reconnaisses ou non. L'épreuve de la rupture n'a pas été utilisée depuis des générations, a dit Karen. C'est dangereux, imprévisible. C'est aussi la loi. La voix de Célestine a coupé court au chaos, et je l'invoque. Laissons l'ancienne loi décider ce qui sert le mieux cette meute. Mon lien politique légitime. Ou ceci. Elle a regardé Ria. Cet enchevêtrement émotionnel non reconnu qui apporte la vérité, mais aussi le chaos. Le cœur de Ria martelait contre ses côtes. Qu'est-ce que l'épreuve de la rupture? Karen a répondu. Un ancien protocole lorsque deux liens entrent en conflit. 3 épreuves. Le sacrifice, la vérité, la valeur. Si le sang de témoin échoue, vous devez partir définitivement et ne jamais revenir. Si vous réussissez, elle a fait une pause. Si vous réussissez, le lien politique peut être dissous, mais cela risque la guerre. Nathan le verra comme une faiblesse. D'autres territoires agiront. Donc soit je pars, soit je risque la guerre de toute façon. Ria a ri un rire sec et amer. Pratique. Choisissez, a dit Célestine, l'épreuve ou l'exil. De toute façon, vous ne pouvez pas vous interposer entre moi et mon lien de Luna sans conséquence. Ria a regardé Marcus. Il se tenait figé, pris entre la loi, le désir et un devoir qui avait déjà échoué une fois. Elle a regardé la meute, certains craintifs, d'autres pleins d'espoir, tous attendant qu'elle se fasse à nouveau petite, qu'elle disparaisse plutôt que de perturber. Il y a 3 mois, elle l'aurait fait. Maintenant,
J'accepte l'épreuve, a dit Ria. Des halètements, des murmures, un choc se propageant dans la chambre. Célestine a souri, un petit sourire victorieux. Alors c'est réglé. Dans 7 jours, à la nouvelle lune, sur le terrain de l'ancienne loi. Ria, tu n'es pas obligé de faire ça, a dit Marcus. Elle l'a regardé, l'a vraiment regardé, a vu l'homme qui l'avait ignoré pendant 6 ans, qui avait marqué une autre femme en pensant à elle, qui prétendait vouloir changer, mais ne l'avait pas encore prouvé. Si, a-t-elle dit, je le dois, parce que si je m'en vais maintenant, je suis encore en train de disparaître pour mettre tout le monde à l'aise. Et j'en ai fini de disparaître pour qui que ce soit. La chambre est tombée dans le silence. Ria s'est tournée et est partie. Derrière elle, la meute s'est dissoute dans le chaos. Devant, 7 jours jusqu'à une épreuve qui déterminerait si la vérité pouvait survivre dans un monde construit sur des mensonges pratiques. La femme est arrivée le 3e jour. Ria cueillait des herbes près de la lisière de la forêt quand elle a senti des yeux sur elle. Elle s'est tournée. Une étrangère se tenait à la lisière des arbres. Fin de la vingtaine, grande, des traits forts, quelque chose de familier dans la forme de son visage que Ria ne pouvait pas placer. « Rihanna Ashmore ?» demandait la femme. « Oui. Qui êtes-vous? » « C'est vous? » La femme s'est approchée et Ria l'a vue, la ressemblance autour des yeux, la forme de la mâchoire. « Margot » a-t-elle dit. « Margot Ashmore, ta demi-sœur. » Les herbes sont tombées des mains de Ria. Ce n'est pas possible. Notre père, Jonas Ashmore, il avait un talent pour laisser des femmes enceintes et seules. La voix de Margot ne portait aucune amertume, juste des faits. Ma mère était la première, puis la tienne, peut-être d'autres. Je ne sais pas. J'ai arrêté de chercher après t'avoir trouvé. L'esprit de Ria s'est emballé. La femme qu'elle avait connue comme une guérisseuse de passage, celle qui prenait de ses nouvelles de temps en temps, elle était de sa famille depuis le début. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? Parce que tu n'étais pas prête à l'entendre. Tu étais trop occupée à être ignorée. Oh maman, ah maman. Trop concentré sur un homme qui ne pouvait pas te voir. J'ai pensé, Margot a fait une pause. J'ai pensé que si je restais en marge, que je prenais de tes nouvelles quand je le pouvais, peut-être qu'un jour tu serais assez forte pour connaître la vérité. Et maintenant tu portes le sang de témoin dans une épreuve qui pourrait te tuer. Et le sang de témoin en procès est dangereux. L'expression de Margot est devenue grave. Je porte un sang de témoin dilué. Plus faible que le tien, mais assez pour reconnaître le don. C'est pour savoir ce que l'ancienne loi exige, c'est-à-dire un sacrifice. Un vrai sacrifice, pas symbolique. Margot s'est approchée, a baissé la voix. L'épreuve de la rupture a été conçue pour tester si le sang de témoin sert le bien commun ou un désir égoïste. Mais l'ancienne loi ne se soucie pas des intentions. Elle se soucie de la parité, et le coup est toujours le sang. La gorge de Ria s'est serrée. Le sang de qui? Cela dépend de l'épreuve. Parfois le témoin, parfois l'alpha, parfois... Margot a hésité. Parfois quelqu'un d'autre entièrement. Quelqu'un qui compte pour les deux. Tu dis que quelqu'un pourrait mourir. Je dis que l'ancienne loi extrait la vérité par la douleur, par la perte, en forçant des choix que personne ne devrait avoir à faire. La main de Margot s'est posée sur l'épaule de Ria. Je suis venu te prévenir, t'offrir de l'aide, parce que le sang de témoin doit protéger le sang de témoin, même si nous sommes des étrangères. Nous ne sommes pas des étrangères, a dit doucement Ria, les pièces se mettant en place. Tu veilles sur moi depuis des années. Je ne savais juste pas pourquoi. Et maintenant tu le sais. Ria a étudié cette femme qui était sa sœur, qui avait été là en périphérie tout ce temps. Pourquoi m'aiderais-tu? Te mettrais-tu en danger? Parce que notre père nous a abandonnés toutes les deux. Parce que nous avons toutes les deux été ignorées par les personnes qui auraient dû nous voir. Parce que tu t'engages dans quelque chose qui pourrait te détruire. Les yeux de Margot se sont adoucis. Et parce que j'ai déjà perdu trop de gens qui me sont chers, je préférerais ne pas perdre une sœur que je viens juste de trouver le courage de revendiquer. Ria a senti quelque chose de chaud se déployer dans sa poitrine. Pas tout à fait de l'espoir, mais quelque chose de proche. La famille. Une vraie famille. « Que suggères-tu? » a demandé Ria. « Prépare-toi. Étudie l'ancienne loi. Comprends ce que chaque épreuve exige vraiment et sache que l'épreuve te forcera à choisir entre ton pouvoir et ta paix, entre la vérité et la survie, entre toi-même et tous ceux qui te sont chers.
Margot a reculé. Je t'aiderai à te préparer. Si tu veux. Je veux. L'expression de Margot s'est légèrement détendue. Alors, retrouve-moi au bosquet de vieux chênes au coucher du soleil. Nous avons beaucoup de choses à discuter et peu de temps. Elle a disparu dans les arbres. Ria est restée seule avec les herbes tombées et une nouvelle compréhension. Une sœur, une lignée de 5 de témoins, une ancienne loi exigeant un sacrifice. Et 4 jours avant que tout ne change. Le message de Nathan Steele est arrivé le 5e jour, livré par un messager. Formel Mokar. Alpha Thorn, j'entends que vous organisez une épreuve de la rupture. Comme c'est divertissant. J'attendrai la fin de l'épreuve pour discuter de nos préoccupations frontalières. Je veux voir si la meute de Blackwood se déchire d'abord. Il est beaucoup plus facile de conquérir des choses brisées. Alpha Nathan Steele, territoire de Stone Ridge. Marcus l'a lu 2 fois. A senti le piège se refermer sur lui. Si l'épreuve affaiblissait la meute, Nathan envahirait. S'ils annulaient l'épreuve, Célestine pourrait invoquer l'ancienne loi pour la forcer de toute façon. Si Ria échouait, elle partirait définitivement et la meute perdrait sa plus forte guérisseuse. Si elle réussissait, le lien politique serait dissous et la guerre deviendrait inévitable. Pas de choix clair, pas de victoire facile, seulement des conséquences dans toutes les directions. Darian l'a trouvé dans son bureau, la lumière du soir virant au pourpre à l'extérieur. La meute choisit son camp, a dit Darian. Certains soutiennent Célestine, la stabilité, l'ordre, la quantité connue, et les autres soutiennent Ria, la vérité, le changement, les questions inconfortables que nous avons évitées. Et toi? Darian est resté silencieux un long moment. Je te soutiens, Marcus, quoi que tu choisisses. Mais je pense que tu dois comprendre quelque chose. C'est que Ria n'est pas la même femme qui est partie il y a 3 mois. Elle est plus forte, plus claire, plus certaine de sa valeur. Darian a rencontré son regard, et elle n'a plus besoin de toi. Pas comme avant. Si tu veux qu'elle reste après cette épreuve, tu ne peux pas lui offrir les mêmes miettes qu'avant. Tu dois lui offrir tout ou la laisser partir. Je sais. Vraiment, parce que de mon point de vue, tu ressembles à un homme qui essaie encore d'avoir les deux. Le mariage politique, le lien émotionnel, le devoir et le désir. Et Ria mérite mieux que d'être ton 2e choix déguisé en première priorité. Les mots ont atterri lourdement. Vrai. Marcus a regardé ses mains, la marque sur son épaule qui le liait à Célestine, l'espace vide dans sa poitrine où Ria vivait autrefois. Silencieusement, essentiellement. Et si je ne peux pas tout lui donner, a-t-il demandé, alors tu la laisses partir proprement, complètement, sans la faire se sacrifier une fois de plus pour ton confort. Darian l'a laissé avec cette vérité. Marcus était assis dans le bureau qui s'assombrissait. Dehors, la meute se préparait pour une épreuve qui allait tout changer. À l'intérieur, Marcus a finalement compris ce qu'il avait toujours été trop aveugle pour voir. L'amour n'était pas une question de possession, c'était une question de choix, et Ria avait déjà fait le sien. La question était de savoir s'il pouvait le respecter, même si cela signifiait la perdre pour toujours. La nuit avant l'épreuve, Ria se tenait à la lisière du territoire de la meute. La conscience de Marcus tirait fort, insistante, comme si la distance avait senti son incertitude et essayait de combler le fossé. Elle l'a ignoré. Margot est apparue à ses côtés, silencieuse, stable. « Prête? » a demandé Margot. « Non. »« Bien. Ça veut dire que tu comprends dans quoi tu t'engages. Laissons rester en silence. 2 femmes portant le sang de témoin dans un monde qui avait essayé de les effacer. 2 femmes choisissant de dire la vérité dans une épreuve conçue pour faire taire. 2 femmes qui avaient été ignorées trop longtemps. « Et si j'échoue? » a demandé Ria. « Alors tu pars. Tu te construis une vie ailleurs. Tu trouves la paix. Et si je réussis, alors tu restes. Tu mènes la guerre qui vient. Tu reconstruis ce que la vérité brise. Et si quelqu'un meurt, la main de Margot a trouvé la sienne, l'a serrée une fois. Alors nous pleurons et nous continuons, parce que c'est ce que font les témoins. Nous survivons à ce qui devrait nous détruire, et nous témoignons quand même. » Ria a tenu la main de sa sœur. Demain, l'épreuve. Demain, l'ancienne loi exigerait des réponses qu'elle n'avait pas. Demain, elle se tiendrait devant la meute, la Luna et l'Alpha, et choisirait entre le pouvoir et la paix. Mais ce soir, elle n'était pas seule, et cela, d'une manière ou d'une autre, était suffisant. La nouvelle lune s'est levée comme une respiration retenue.
Aucune lumière ne touchait le terrain de l'ancienne loi. Seulement des étoiles, froides et distantes, et indifférentes aux petits drames des loups qui pensaient que leur choix importait à quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Rihanna n'a pas dormi la nuit précédente. Elle était assise dans la petite chambre qu'elle avait réclamée dans la maison des guérisseurs. Margot à ses côtés, ni l'une ni l'autre ne parlant, existant simplement dans l'espace calme avant que tout ne change. À l'aube, Margot a rompu le silence. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu as déjà gagné quelque chose. Ria l'a regardée, cette sœur qui était apparue quand elle avait le plus besoin de famille. Qu'ai-je gagné? Toi-même. Margot s'est levée, s'est approchée de la fenêtre où une lumière pâle commençait à suggérer des formes dans l'obscurité. Il y a 3 mois, tu aurais disparu plutôt que d'affronter ça. Il y a 6 mois, tu aurais enduré le marquage de Marcus en silence et passé le reste de ta vie ignoré. Mais aujourd'hui, tu passes en jugement. Tu exiges d'être vue. Tu refuses de te faire petite pour le confort de qui que ce soit. Elle s'est tournée. C'est une victoire. Ce que l'ancienne loi décidera viendra après. Ria a absorbé les mots, les a laissés s'installer dans les parties d'elle qui tremblaient encore de doute. « J'ai peur », a-t-elle admis. Bien. La peur signifie que tu comprends les enjeux. Et si j'échoue, alors tu pars. Tu te construis une vie ailleurs. Tu as déjà prouvé que tu peux survivre sans cette meute, sans lui. Et si quelqu'un meurt? L'expression de Margot est devenue grave. Alors nous pleurons. Et nous nous souvenons que la vérité coûte toujours quelque chose. La question est de savoir si le coût vaut ce que la vérité révèle. Dehors, la meute a commencé à s'agiter. L'épreuve commencerait au lever de la lune. 12 heures à attendre. 12 heures pour se préparer. 12 heures avant que l'ancienne loi n'exige des réponses que Ria ne savait pas si elle possédait. Le terrain de l'ancienne loi existait en dehors du territoire propre de la meute. Un bassin de pierre pâle où 5 territoires se rencontraient sans revendication. Un terrain neutre, un terrain sacré. L'endroit où les différends trop importants pour l'autorité de l'alpha étaient réglés par quelque chose de plus ancien que la hiérarchie. La meute est arrivée en procession. Les guerriers d'abord, puis les anciens, puis les familles. Puis les non-accouplés, les jeunes et les curieux qui venaient assister à l'histoire, même s'ils ne comprenaient pas entièrement ce qu'ils regardaient. Des feux de joie entouraient le bassin, non pas pour la chaleur, mais pour le témoignage. Le feu avait toujours été le premier diseur de vérité de l'humanité, une lumière qui révélait ce que l'obscurité essayait de cacher. Ria a marché seule, pas d'escorte, pas de cérémonie, simplement ses pas sur la pierre usée par des siècles de loups, cherchant le jugement de loi antérieur aux mots. Elle portait des vêtements simples, une tunique de guérisseuse, des bottes pratiques, ses cheveux dénoués. Elle ne portait rien d'autre que la vérité qu'elle avait eu trop peur de dire pendant 6 ans. Margot marchait 3 pas derrière, non pas comme garde, mais comme témoin du témoin, comme une famille reconnaissant une famille dans un monde qui avait essayé de les effacer toutes les deux. Célestine est arrivée en robe de cérémonie, blanche et argentée, les couleurs de l'autorité de la Luna, ses cheveux sombres tressés de cristaux qui attrapaient la lumière du feu et la renvoyaient plus vive, la marque sur sa gorge, visible, indéniable, preuve légale de sa revendication. Elle se déplaçait comme une femme qui n'avait jamais douté de son droit au pouvoir. Ria enviait cette certitude même si elle en reconnaissait la fragilité. Marcus est venu en dernier. Alpha, chef, l'homme au centre de cette fracture. Qu'il le veuille ou non, il ne portait aucune cérémonie, de simple cuir. Son expression épuisée. La marque sur son épaule le reliant à Célestine, visible quand il bougeait. Son regard a trouvé Ria à travers le bassin, l'a tenue. Elle a détourné le regard la première, non par faiblesse, mais par instinct de conservation. La conscience entre eux vibrait de proximité et de douleur et de toutes les choses non dites qui avaient mené à ce moment. L'ancienne Karen est entrée au centre du bassin. 70 ans, vive comme l'hiver. Elle avait présidé la loi de la meute pendant 4 décennies. Mais ce soir, elle servait quelque chose de plus ancien, quelque chose qui ne se souciait pas de l'autorité de l'alpha ou de la commodité politique. Ce soir, elle servait la vérité. Nous nous rassemblons sous le témoignage du feu et de la pierre pour régler une fracture que les mots ne peuvent réparer. Sa voix a porté à travers la foule silencieuse. 2 liens existent là où un seul devrait. Un mariage politique entre l'alpha et la luna. Un enchevêtrement émotionnel entre l'alpha et une porteuse du sang de témoin.
L'ancienne loi testera quel lien sert le bien commun, quel lien survit à l'examen de la vérité. Elle s'est tournée vers Ria, Rihanna Ashmore, sangle de témoin. Acceptez-vous cette épreuve? J'accepte. Comprenez-vous le coût? Je comprends que la vérité coûte toujours quelque chose. Je suis prête à payer. Karen a hoché la tête, s'est tournée vers Célestine. Célestine Cabanao, Luna. Acceptez-vous cette épreuve? J'accepte. Comprenez-vous les enjeux? Si le sang de témoin échoue, elle part définitivement. Si elle réussit, mon lien est dissous. De toute façon, je risque de perdre ce que j'ai lutté pour obtenir. La voix de Célestine est restée égale. Oui, je comprends. Finalement, Karen s'est tournée vers Marcus. Marcus Thorne, Alpha, cette épreuve teste les liens qui vous unissent. Acceptez-vous le jugement de l'ancienne loi? Marcus a regardé Ria, puis Célestine, puis la meute rassemblée. J'accepte. Alors que l'épreuve de la rupture commence. La première épreuve est arrivée sans avertissement. Les feux de joie ont flambé. La chaleur et la lumière pressant vers l'intérieur. Le bassin a semblé se contracter, se resserrer, forcer tout le monde à une proximité inconfortable. La voix de Karen a percé la pression. Épreuve du sacrifice. Le sang de témoin doit prouver qu'il sert le bien commun, pas un désir égoïste. Un bol est apparu au centre du bassin, vieille pierre, sombre d'âge et d'usage, et du sang des épreuves précédentes. Rihanna Ashmore, a dit Karen, votre don révèle la vérité, rend les mensonges impossibles, expose ce que les gens préféreraient cacher. Cela a semé le chaos dans la meute. Fractures, peur, division. Certains vous voient comme nécessaires, d'autres comme une menace. La meute a murmuré accord, peur et espoir se mêlant à parts égales. L'ancienne loi demande, sacrifierez-vous votre don pour préserver la paix? Ferez-vous taire la parole de vérité pour maintenir l'ordre? Vous ferez-vous à nouveau petite pour que les autres puissent rester à l'aise? La question est restée en suspens dans l'air éclairé par le feu. Ria a senti tous les regards se poser sur elle, attendant qu'elle choisisse le chemin facile, le chemin familier, le chemin de la moindre résistance, où elle disparaîtrait pour que tout le monde puisse respirer plus facilement. Il y a 3 mois, elle l'aurait fait. Maintenant, non, a dit Ria. Des halètements ont parcouru la foule. Non, a répété Carrie, je ne me tairai pas pour préserver une fausse paix. Je ne me rendrai pas invisible pour que d'autres puissent maintenir des mensonges confortables. Ria s'est avancée vers le bassin, mais je n'utiliserai pas non plus la vérité comme une arme. Je dirai des vérités qui guérissent, pas des vérités qui détruisent pour le plaisir de la destruction. Je révélerai ce qui sert le bien commun et protégerai ce qui ne sert qu'à faire honte. Elle s'est agenouillée à côté du bol, a laissé couler le sang de sa paume. 3 gouttes, chacune portant un poids. La vérité sans compassion est cruauté, mais le silence sans vérité est la mort. Je choisis la voie du milieu, l'honnêteté stratégique, la révélation miséricordieuse, la vérité qui construit plutôt que de simplement brûler. Le sang dans le bol a commencé à briller. Faiblement d'abord, puis plus fort. Une lumière chaude qui n'avait rien de la dureté du feu. Le bassin a expiré. Karen a étudié le bol brillant. L'ancienne loi accepte, la sagesse et non le pouvoir définit le sang de témoin. Vous avez passé la première épreuve. Le soulagement a tenté de traverser Ria. Elle l'a repoussé. 2 épreuves restaient et les vérités les plus dures attendaient encore. La deuxième épreuve est venue plus durement. Les feux de joie ont brûlé plus fort. Le bassin s'est contracté davantage, l'espace disparaissant, les loups se pressant les uns contre les autres, qu'ils veuillent ou non la proximité. Épreuve de la vérité, a annoncé Karine. Révéler la vérité la plus dure, la fondation sur laquelle tout le monde se tient. Le mensonge qui a façonné la réalité de cette meute. Les mains de Ria tremblaient. Elle savait ce que l'ancienne loi exigeait, le savait depuis que la vision avait commencé il y a 3 jours. Des fragments de vérité qu'elle avait essayé d'ignorer. Des morceaux de corruption qu'elle avait voulu croire inexistants. Rihanna a pressé Karen. Parlez. Ria a regardé Marcus, a vu l'homme qu'il avait ignoré pendant 6 ans, qui avait marqué une autre femme, qui prétendait vouloir changer mais ne l'avait pas encore prouvé. A vu aussi le garçon qui lui avait souri une fois, 17 secondes à être vu. Le moment qui avait déclenché 6 ans d'espoir. Le père de Marcus a commencé Ria, sa voix calme mais portant.
L'Alpha Thorn, le grand chef, celui que Marcus essaie si fort d'honorer. Marcus est devenu immobile. Il a fait des marchés, a continué Ria. Des marchés corrompus avec les territoires du Nord, avec Stone Ridge, avec des territoires qui auraient dû être des ennemis. Il a vendu des secrets de la meute pour son gain personnel, a échangé la protection contre des potes de vin, a construit la richesse de la meute de Blackwood sur des fondations de tromperie. Les anciens se sont agités, mal à l'aise, effrayés. Le mariage avec Célestine, a dit Ria, ce n'était pas seulement une stratégie politique. C'était pour couvrir une vieille corruption. Les territoires du Nord connaissaient les marchés de l'Alpha Thorn. Ils font chanter la meute de Blackwood depuis des années. Les mines de cristal n'ont jamais été offertes librement. Elles éteignent le paiement du silence. Le visage de Célestine est devenu pâle. Et la famille de Célestine, Ria, s'est tournée vers la Luna. Ils n'étaient pas des victimes innocentes. Ils ont participé, ont profité, ont construit leur propre richesse sur la même corruption. L'Alliance n'a jamais eu pour but d'éviter la guerre. Il s'agissait de deux parties coupables s'unissant pour cacher leurs crimes mutuels. Le silence s'est abattu sur le bassin. Lourd, absolu, le genre de silence qui vient quand les fondations se fissurent sous les pieds. Marcus s'est avancé. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Ria a rencontré son regard. Je suis désolé. Je sais que tu as construit toute ton identité autour de l'honneur de l'héritage de ton père, mais son héritage était construit sur des mensonges. Et tu as maintenu ces mensonges sans le savoir. Le devoir auquel tu t'accroches si désespérément, il était corrompu depuis le début. Marcus avait l'air comme si elle l'avait frappé. Célestine a retrouvé sa voix. Vous accusez ma famille de crimes sans preuve. J'ai des preuves. Ria a fait un geste vers Margot. Ma sœur, elle porte un sang de témoin dilué. Elle traque la corruption à travers les territoires depuis des années, essayant de comprendre pourquoi le sang de témoin a disparu. Elle a trouvé des registres, des lettres, des transactions qui prouvent tout ce que j'ai dit. Margot s'est avancée, a placé une sacoche en cuir aux pieds de Karen. La documentation, 3 décennies de corruption, des noms, des dates, des montantes, tout y est. Le bassin a semblé retenir son souffle. Karine a ouvert la sacoche, a examiné le contenu. Son expression s'est durcie à chaque page. C'est authentique, a-t-elle finalement dit. L'ancienne loi reconnaît la vérité. La meute a éclaté, les voix s'élevant, les accusations fusant, les anciens se défendant, les guerriers exigeant des comptes. L'ordre prudent qui avait maintenu la meute unie se dissolvait dans le chaos. Marcus se tenait figé. Ria l'a regardé se briser, a regardé tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, son père, son devoir, s'effondrer en poussière. Elle voulait le réconforter, voulait dire que tout irait bien, mais ce serait un mensonge. Et elle en avait fini avec les mensonges, même les plus miséricordieux. L'ancienne loi exige la vérité, a dit Karen, sa voix coupant court au chaos, même quand la vérité détruit. Rihanna Ashmore a révélé la pourriture des fondations, la corruption au cœur de la direction de la meute. Cette vérité sert le bien commun, même si elle cause de la douleur. Elle s'est tournée vers Ria. Vous avez passé la 2e épreuve. 2 de fait, une restante. La plus difficile. La 3e épreuve ne s'est pas annoncée avec du feu ou de la pression. Elle est arrivée en silence. Les feux de joie ont baissé. Le bassin s'est élargi, l'espace revenant, la distance permettant de respirer. Karen a reculé. Épreuve de la valeur, a-t-elle dit doucement. L'alpha doit déclarer ce que signifie le sang de témoin. Menace ou trésor, devoir ou désir, silence ou parole. Tous les regards se sont tournés vers Marcus. Il se tenait au bord du bassin, toujours brisé, toujours en train de traiter des révélations qui avaient détruit sa compréhension de lui-même. Marcus Thorn a incité Karen. L'ancienne loi demande « Que signifie Rihanna Ashmore pour vous ?» La réponse attendue flottait, évidente dans l'air. Une déclaration romantique, un discours passionné. L'alpha choisissant la femme qu'il aimait plutôt que le devoir, la politique et tout le reste. La foule s'est penchée en avant, attendant le drame, l'émotion, la conclusion satisfaisante d'une histoire d'amour qui se construisait depuis 6 ans. Marcus a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte. « Je ne peux pas répondre à cette question, a-t-il dit. La confusion a parcouru les loups observateurs. « Tu dois répondre, a dit Karen. L'ancienne loi l'exige. L'ancienne loi peut exiger tout ce qu'elle veut. » La voix de Marcus s'est renforcée,
Mais je ne vais pas me tenir ici et déclarer ce que Rihanna signifie pour moi, parce que ce n'est pas la question qui compte. Il s'est tourné à regarder directement Ria. Pendant 6 ans, j'ai fait des choix pour toi, à propos de toi, sans toi. J'ai décidé que tu n'étais pas assez importante pour être vue. J'ai décidé que ton service était un bruit de fond. J'ai décidé de marquer une autre femme alors qu'une partie de moi savait que tu existais et a choisi de l'ignorer. La conscience entre eux s'est resserrée. Je ne referai pas cette erreur, a continué Marcus. Je ne vais pas me tenir ici et déclarer mes sentiments comme si ce que je veux devait déterminer ta valeur. Comme si ma reconnaissance était ce qui te rendait réel, comme si ta valeur dépendait du fait que j'ouvre enfin les yeux. Il est entré dans le bassin, a traversé pour se tenir devant elle. La question n'est pas ce que tu signifies pour moi, Rihanna. La question est, que veux-tu? Que choisis-tu? Qu'est-ce qui te sert toi plutôt que de servir tout le monde? La foule est tombée dans un silence absolu. Ria le fixait. Ce n'était pas la déclaration romantique dont elle avait autrefois rêvé. C'était quelque chose de bien plus dangereux. Il lui donnait le pouvoir, lui donnait le choix, lui donnait la seule chose qu'elle n'avait jamais vraiment eue en 6 ans à l'aimer. L'autonomie. Que veux-je? A-t-elle répété. Oui. Ria a regardé la meute, Célestine debout, fière et blessée et furieuse. Marcus debout, brisé et honnête et la voyant enfin. Enfin. Margot, sa sœur, son témoin. L'avenir s'étendant dans toutes les directions possibles. Elle pouvait le choisir. Choisir la meute, choisir la fin romantique que tout le monde attendait. Elle pouvait choisir de partir, choisir la paix, choisir les terres frontalières et la vie qu'elle y avait construite. Elle pouvait choisir n'importe quoi, tout, rien. Le choix était sien. Pour la première fois en 6 ans, le choix était entièrement sien. Ria a reculé, a mis de la distance entre elle et Marcus, entre elle et les attentes, entre elle et le mensonge confortable que d'être choisi par quelqu'un d'autre était la même chose que de se choisir soi-même. Quand elle a parlé, sa voix a porté à travers le bassin avec le poids de 6 ans de silence se brisant enfin. J'ai passé 6 ans à essayer d'être assez petite pour que quelqu'un puisse remarquer l'espace que j'occupais, assez silencieuse pour que peut-être un jour je sois entendue, assez utile pour qu'éventuellement j'aie de l'importance. Les mots venaient plus vite maintenant, plus forts. Je pensais que si j'étais juste assez patiente, juste assez serviable, juste assez présente, l'homme que j'aime finirait par me regarder et voir ce que j'offrais depuis le début. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais ne tombaient pas. Elle ne pleurerait pas. Pas ici, pas maintenant. J'avais tort. L'aveu a atterri lourdement. J'avais tort parce que j'ai construit toute ma valeur sur le fait que quelqu'un d'autre la valide. Je me suis fait disparaître parce que je pensais que c'était plus sûr que d'être vu et rejeté. J'ai ravalé ma voix parce que je pensais que le silence était ce que l'amour exigeait. Elle a regardé Marcus, l'a vraiment regardé. Tu ne m'as pas rendu invisible, Marcus. Je me suis rendu invisible moi-même. J'ai choisi de disparaître plutôt que de risquer d'être rejeté. J'ai choisi de t'aimer en silence parce que l'amour bruyant me terrifiait. J'ai choisi d'être utile parce qu'être essentiel me semblait plus sûr que d'être désiré. L'expression de Marcus s'est fissurée. Mais j'en ai fini avec ça, a continué Ria. J'en ai fini de me faire petite. J'en ai fini de construire ma valeur sur le fait que quelqu'un d'autre me voit. Elle s'est tournée pour s'adresser à toute la meute maintenant. Je n'ai pas besoin de Marcus Thorne pour me compléter. Je n'ai pas besoin de cette meute pour me valider. Je n'ai pas besoin du pouvoir du sang de témoin pour avoir de l'importance. Sa voix s'est élevée, forte, claire, inébranlable. Je me choisis. Je choisis ma voix. Je choisis ma valeur. Je choisis d'être entière par moi-même plutôt qu'à moitié vivante dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Le bassin a semblé écouter. La pierre et le feu et une loi ancienne se penchant sur ces mots. Le partenariat devrait être un choix, pas une nécessité. L'amour devrait être un cadeau, pas un sauvetage. Être vu devrait être un début, pas une fin. Elle a regardé chaque personne individuellement. Célestine, Marcus, Karen, Margot, les membres de la meute qui l'avaient ignoré, ceux qui l'avaient utilisé, ceux qui n'avaient jamais connu son nom. Je suis Rihanna Ashmore, guérisseuse, témoin, porteuse du sang de témoin, une femme qui connaît sa valeur, et je ne disparaîtrai pour personne plus jamais.
Silence, absolu, parfait. Puis le bassin a explosé de lumière. Pas de feu, pas de chaleur. Quelque chose de plus ancien, de plus pur. La vérité est rendue visible. La lumière a entouré Ria, l'a soulevée, l'a tenue en un témoignage qui n'avait rien à voir avec Marcus ou Célestine ou la politique de la meute. L'ancienne loi se reconnaissant elle-même. Le sang de témoin reconnaissant le témoin. La vérité honorant le choix de parler même quand le silence aurait été plus facile. La voix de Karin est venue, calme, impressionnée. L'ancienne loi a parlé. La lumière s'est estompée lentement. Ria se tenait exactement là où elle avait été, physiquement inchangée. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Elle s'était choisie, et une loi ancienne avait été témoin de ce choix. L'avait rendu sacré, l'avait rendu permanent, l'avait rendu loi. Célestine a bougé la première. Elle est entrée dans le bassin, s'est approchée de Ria avec une dignité intacte malgré tout. Vous avez gagné, a dit simplement Célestine. Ce n'était pas une compétition. N'est-ce que pas? Un petit sourire triste. Vous avez ce que je pensais avoir besoin. Le pouvoir, la vérité, la capacité de se tenir seule sans nécessiter la validation de qui que ce soit d'autre. Elle s'est tournée vers Marcus. Je te libère de notre lien. Des allaitements ont rempli le bassin. Célestine, a commencé Marcus. Non, elle a levé une main. Je ne serai pas un deuxième choix. Je ne construirai pas un avenir sur des fondations creuses. Je ne me tiendrai pas marqué comme Luna, alors que tout le monde sait que ton cœur appartient ailleurs. Elle a touché la marque sur sa gorge. Ceci nous liait légalement, politiquement, mais cela ne nous a jamais liés sincèrement. Nous étions tous les deux piégés dans une prison que nous avons construite avec le devoir, la peur et la corruption que nos parents ont commises. Ton territoire sera vulnérable, a dit Marcus. Alors je le rendrai fort d'une autre manière, par des alliances honnêtes, en reconstruisant la confiance, en choisissant différemment de nos parents. Célestine s'est redressée. Je ne suis pas faible, Marcus. J'en ai juste fini de prétendre que tout ça était réel. Elle s'est tournée vers la meute. Moi, Célestine Kavanagh, Luna des territoires du Nord et de la meute de Blackwood, je dissous formellement le lien marqué sous le témoignage de l'ancienne loi. Qu'il soit su que je choisis ma dignité plutôt que la commodité politique. La marque sur sa gorge a commencé à s'estomper. Pas rapidement, pas sans douleur, mais un effacement délibérément choisi plutôt qu'une séparation forcée. Marcus a regardé la scène, le symbole du devoir, du sacrifice de 6 ans à essayer d'honorer un héritage corrompu. Tout cela se dissolvant, le laissant non marqué, non lié, libre de choisir. Célestine a rencontré son regard une dernière fois. Mérite-la non pas avec des mots, mais avec des actions, avec de la constance, en la voyant même quand c'est gênant. En l'aimant quand elle est difficile, pas seulement quand elle est utile. Je le ferai. Nous verrons. Elle s'est tournée, est sortie du bassin la tête haute et les épaules droites. Une femme qui avait perdu le pouvoir politique mais gagné quelque chose de plus précieux. Le respect de soi. La meute a commencé à se disperser. Pas immédiatement, mais lentement. Les loups traitant ce dont ils avaient été témoins. La vérité sur leur alpha mort. La corruption dans leur fondation. Une Luna libérant son lien. Une porteuse du sang de témoin se choisissant plutôt que la romance. Trop à absorber d'un coup. Trop à intégrer dans des récits confortables. Marcus se tenait seul dans le bassin. Ria n'était pas partie, mais elle ne s'était pas approchée non plus. Elle se tenait au bord, attendant, observant, lui donnant l'espace de se briser sans avoir besoin de le réconforter. Il s'est finalement approché d'elle. « Je ne te demande pas d'avoir besoin de moi, a-t-il dit. Bien, je ne m'attends pas à ce que tu pardonnes 6 ans d'aveuglement. Également bien, je ne te mérite pas. Probablement pas. Une légère courbe a touché sa bouche. Tu ne me facilites pas la tâche. Pourquoi le devrais-je? Ria a rencontré son regard. Tu as fait de l'amour pour toi la chose la plus solitaire que j'ai jamais faite. Pourquoi te laisser gagner ma confiance devrait-il être facile? Ça ne devrait pas l'être. Alors que veux-tu, Marcus? Une chance, non pas de réparer ce qui s'est cassé, mais de construire quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, où je te vois chaque jour, où je te choisis activement, non pas par défaut, non pas comme consolation, mais comme un premier choix fait à plusieurs reprises. Ria l'a étudié, a vu la sincérité,
a vu l'épuisement, a vu un homme qui venait de perdre toutes les fondations sur lesquelles il pensait se tenir. « Je ne reste pas », a-t-elle dit. Son visage s'est affaissé. « Je ne reste pas », a répété Ria. « Pas encore. Pas avant d'être certaine que je te choisis, toi, plutôt que de choisir le confort d'être choisi. J'ai besoin de temps, d'espace, d'une clarté qui ne vient pas de la proximité et de la pression. Combien de temps? Aussi longtemps qu'il le faudra. » Elle s'est légèrement adoucie. « Mais je ne disparais pas. Je retourne dans les terres frontalières. Je construis la vie que j'ai commencée là-bas. Et si tu veux prouver que tu me vois, prouver que tu me choisis, alors fais-le à distance. Par des actions, pas des mots. Par la constance, pas par de grands gestes. À quoi cela ressemble-t-il? C'est à toi de le découvrir. » Ria a reculé. « J'ai passé 6 ans à essayer d'être ce dont tu avais besoin. Maintenant, c'est à toi de découvrir comment être ce dont j'ai besoin sans que je te guide, sans que je te facilite la tâche. » Marcus a absorbé cela, a hoché la tête lentement. « Je peux le faire. Nous verrons. » Elle s'est tournée pour partir. Marcus a attrapé sa main, doucement, prudemment. Ria. Elle s'est retournée. « Merci. Pourquoi? Pour t'être choisi. Même si cela aurait été plus facile de me choisir, même si la meute s'attendait à de la romance, même si l'ancienne loi t'a donné le pouvoir d'exiger tout ce que tu voulais. » Son pouce a effleuré ses phalanges. « Tu t'es choisi, et c'est la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue quelqu'un faire. » La gorge de Ria s'est serrée. Elle a retiré sa main, non pas cruellement, mais fermement. « Ne me remercie pas d'avoir enfin appris à me valoriser, Marcus. Cela aurait dû être une évidence, pas un exploit. » Elle est partie avant qu'il ne puisse répondre. Margot s'est mise à ses côtés. « Fière de toi, » a dit doucement Margot. « Pourquoi? Pour être plus forte que je ne l'ai été. Pour avoir choisi différemment. » La main de Margot a trouvé la sienne, pour m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour se choisir en premier. Elles sont sorties du bassin ensemble. 2 femmes me portant le sang de témoin. 2 femmes qui avaient été ignorées trop longtemps. 2 femmes qui avaient enfin appris à parler. La meute s'est reformée lentement au cours des semaines suivantes. Ria est retournée dans les terres frontalières, observant de loin Marcus commencer le dur travail de reconstruction de ce que la corruption avait brisé. L'ancienne Karen a mené des enquêtes sur les anciens marchés. Des noms ont émergé, des anciens ont démissionné. Des guerriers ont dû rendre des comptes. Les mensonges confortables qui avaient maintenu le tout se sont dissous sous l'examen du témoin. C'était douloureux, nécessaire. Juste, Marcus a établi une nouvelle gouvernance, un conseil des témoins, des gardiens de la vérité, avec le pouvoir d'exposer la corruption sans l'approbation de l'alpha. Les femmes ont obtenu une voix égale dans les décisions de la meute. La transparence a remplacé la hiérarchie dans les domaines critiques. Il l'a fait sans demander l'avis de Ria, sans chercher son approbation. Il a simplement fait le travail parce qu'il devait être fait. Les nouvelles ont atteint les terres frontalières par des voyageurs. Célestine était retournée dans les territoires du Nord, avait fait alliance avec Nathan Steele, non pas romantique, mais politique. 2 personnes blessées construisant un partenariat honnête plutôt que de jouer une fausse affection. Les frontières se sont stabilisées. La guerre a été évitée. La meute de Blackwood s'est adaptée lentement, imparfaitement, mais sincèrement. Et dans les terres frontalières, Ria a construit. Elle a enseigné la guérison et formé des porteurs du sang de témoins alors qu'ils sortaient de leur cachette, a créé une communauté pour ceux qui avaient été ignorés, pour les oubliés, pour ceux qui avaient passé trop de temps à être utiles sans être valorisés. Elle s'est épanouie, non pas malgré son départ de chez Marcus, mais à cause de cela, parce que se choisir avait débloqué quelque chose que le choisir n'aurait jamais pu faire. La liberté. 6 mois après l'épreuve de la rupture, Marcus est apparu à la colonie des terres frontalières. Pas de fanfare, pas de guerrier, pas d'autorité d'alpha. Juste un homme avec un sac sur le dos et l'épuisement écrit sur son visage. Ria l'a trouvé près du puits. « Que fais-tu ici » a-t-elle demandé. « Puis-je te parler ?»« Tu me parles en ce moment même. En privé ?» Elle l'a étudié. 6 mois l'avaient changé. Il portait son poids différemment, se déplaçait avec moins de certitude et plus d'humilité. La marque de Célestine avait complètement disparu. Son épaule était nue, non marquée. Disponible.
D'accord, a dit Ria. Ils ont marché jusqu'à la lisière de la forêt, loin des yeux curieux. Marcus a parlé le premier. Je ne suis pas ici pour te demander de revenir sur le territoire de Blackwood. Bien, parce que je ne reviens pas. Je sais. Il a posé le sac. Je suis ici pour demander si je peux rester ici, dans les terres frontalières, avec toi. Ria a cligné des yeux. Quoi? J'ai réformé la loi de la meute, établi le conseil des témoins, construit des structures de responsabilité. Darian est l'alpha par intérim pendant mon absence. La meute est stable, mieux que stable. Elle est honnête pour la première fois depuis des générations. Alors, alors je peux diriger de n'importe où et je préférerais diriger à tes côtés plutôt que depuis un trône qui exige ton absence. L'offre est restée en suspens entre eux. Ria a croisé les bras. Tu veux vivre ici, dans les terres frontalières, loin de ta meute, de ton pouvoir et de ton confortable leadership? Oui. Pourquoi? Parce que tu avais raison. Je devais prouver que je te vois. Non pas avec des mots, mais avec des actions, avec de la constance, en te choisissant, même quand c'est gênant. Il a rencontré son regard. Et la chose la plus gênante que je puisse faire est de tout quitter ce que j'ai construit pour être là où tu es, pas pour te ramener là où je suis. Ce n'est pas gagner la confiance. C'est un grand geste, c'est les deux. Marcus s'est approché, mais c'est surtout moi qui comprends que je ne te mérite pas dans mon espace tant que je n'ai pas prouvé que je peux respecter le tien. Ria l'a étudié, a cherché la manipulation, la stratégie, le Marcus qu'il avait ignoré pendant 6 ans. N'a trouvé que l'épuisement, l'honnêteté et la détermination tranquille d'un homme qui avait enfin appris que l'amour est action, pas sentiment. Tu peux rester, a-t-elle finalement dit, mais pas avec moi. Tu auras ton propre espace, ta propre vie. Nous ne reprenons pas là où une fantaisie s'est arrêtée. Si tu veux me faire la cour correctement, comme si j'étais quelqu'un qui en valait la peine plutôt que quelqu'un que tu as finalement remarqué quand je suis parti. Je peux le faire. Le peux-tu? Peux-tu rester ici dans les terres frontalières sans pouvoir, sans trône, sans guerrier à commander? Peux-tu être juste Marcus au lieu de l'Alpha Marcus? Peux-tu me voir quand je suis difficile, fatiguée et humaine, plutôt que l'image parfaite que tu as construite quand je n'étais pas là? J'aimerais essayer. Essayer n'est pas suffisant, alors je réussirai ou j'échouerai honnêtement. Mais je n'échouerai pas en n'essayant pas. Ria voulait dire non, voulait se protéger du risque d'espérer à nouveau, voulait choisir la sécurité plutôt que la vulnérabilité. Mais la sécurité ne lui avait jamais rien donné qui vaille la peine d'être gardé. Et la vulnérabilité, aussi terrifiante soit-elle, l'avait menée ici, à elle-même, à sa voix, à la compréhension qu'elle pouvait choisir de risquer sans choisir de disparaître. Tu peux essayer, a-t-elle dit. Je ne fais aucune promesse. Je ne mérite pas de promesses. Non, tu ne les mérites pas, mais elle s'est adoucie, juste un peu. Mais tu peux mériter une possibilité si tu te présentes chaque jour. Si tu me vois chaque jour, si tu me choisis non pas au-dessus du devoir, mais c'est pas du devoir, mais aux côtés de ton intégrité. Je le ferai. Nous verrons. Marcus a souri, un petit sourire réel, le premier sourire sincère qu'elle avait vu de lui depuis ce jour, il y a 6 ans, où il l'avait regardé par-dessus un sol taché de sang et avait dit « Merci. Puis-je te demander quelque chose ?» a-t-il dit. « Tu peux demander. Je ne répondrai peut-être pas. » Juste, il a fait une pause. « Si ça marche, si je gagne ta confiance, si tu choisis d'essayer avec moi, à quoi cela ressemble-t-il » Ria a réfléchi. « Ça ressemble à un partenariat égal, où ma voix compte autant que la tienne, où mes besoins ne sont pas en arrière-plan de ton leadership, où je suis entière et tu es entier et nous choisissons de construire quelque chose ensemble plutôt que moi remplissant des espaces dans ta vie. Je veux ça. Alors montre-le-moi. Pas demain, pas avec un comportement parfait, mais de manière constante au fil du temps, avec patience, et me voyant même quand c'est difficile, en m'aimant quand je ne suis pas facile à aimer. Je peux le faire. Le peux-tu? Elle a reculé. Parce qu'il y a 6 mois, tu as marqué une autre femme en pensant à moi. Il y a 6 ans, tu as oublié mon nom après que je t'ai sauvé la vie. Je n'oublie pas facilement, Marcus. Et je ne pardonne pas juste parce que quelqu'un dit les bons mots. Je sais, alors sache ceci aussi. Ria a soutenu son regard. Si tu me déçois à nouveau, je ne te donnerai pas une autre chance.
Je ne passerai pas 6 autres années à espérer que tu me vois enfin. Je m'en irai proprement, complètement, sans regarder en arrière. Je comprends. Vraiment? Oui. Il s'est approché mais n'a pas touché. Tu poses des limites. Tu te protèges. Tu dis clairement que ma chance est méritée, pas donnée, et c'est exactement ce que tu devrais faire. Rhea a cherché sur son visage le moindre signe de ressentiment. N'a trouvé que de l'acceptation. D'accord, elle a dit. D'accord, tu peux rester, tu peux essayer. Nous verrons ce qui se peint. Ce n'était pas une déclaration romantique, pas une fin heureuse, pas même un début vraiment. C'était une possibilité, fragile, incertaine, conditionnée par des choix qu'aucun d'eux n'avait encore faits. Mais la possibilité était plus que ce que Rhea avait jamais eu auparavant. Et cette voix, elle la choisissait les yeux ouverts, la voix présente, pleinement consciente qu'elle pourrait survivre si cela échouait. Parce qu'elle avait déjà survécu à pire. Elle avait survécu au fait d'être ignorée. Et tout était mieux que ça. Le temps passait différemment dans les terres frontalières. Pas plus lentement, pas plus vite, simplement plus intentionnellement. Marcus est resté, non pas dans la maison de Rhea, mais dans sa propre petite demeure à la lisière de la colonie, assez proche pour la voir tous les jours, assez loin pour respecter son espace. Il ne dirigeait pas ici. Il aidait, portait de l'eau, réparait des bâtiments, apprenait la guérison auprès de Rhea sans présumer de son expertise. Il lui posait des questions, de vraies questions sur son enfance, sa mère, ses rêves, les 6 années qu'elle avait passées à essayer de disparaître. Il écoutait les réponses, les écoutait vraiment, s'en souvenait, y faisait référence dans des conversations ultérieures, prouvait qu'il prêtait attention, il faisait des erreurs, disait de mauvaises choses, supposait quand il aurait dû demander, luttait pour ne pas être aux commandes, mais il reconnaissait les erreurs, s'excusait si nécessaire, changeait de comportement plutôt que de simplement se sentir coupable. Ce n'était pas parfait. C'était honnête. Et l'honnêteté, Rhea l'a découvert, était mieux que la perfection. 3 semaines après son arrivée, Rhea l'a invité à marcher avec elle. Pas un rendez-vous, pas un geste romantique, juste 2 personnes marchant dans la forêt tandis que le soleil se couchait et que les ombres s'allongeaient. Puis-je te demander quelque chose? A dit Rhea. Oui. Pourquoi maintenant? Pourquoi enfin? Qu'est-ce qui a changé? Marcus est resté silencieux un long moment. Ils ont marché en silence, leurs pas sur la mousse, les oiseaux s'installant pour les chants du soir. L'épreuve, a-t-il finalement dit. Te regarder te choisir. Te regarder refuser de disparaître même si cela aurait été plus facile. Te regarder te tenir devant toute la meute et déclarer ta valeur sans avoir besoin de ma validation. Il s'est arrêté de marcher, s'est tourné pour lui faire face. J'ai réalisé que j'avais aimé l'idée de toi, la guérisseuse utile, la présence silencieuse, la femme qui me facilitait la vie sans nécessité de reconnaissance. Mais je ne t'avais jamais aimé, toi, Rihanna. La femme qui était féroce et fatiguée, et seule et assez courageuse pour s'éloigner de tout ce qu'elle connaissait. La gorge de Rhea s'est serrée. Je veux te connaître, a continué Marcus. Vraiment te connaître, non pas comme une commodité, non pas comme un fantasme, mais comme tu es, compliquée, humaine, réelle. Et si tu n'aimes pas ce que tu trouves, alors au moins je t'aurais vu honnêtement, et tu n'auras pas perdu plus de temps à être ignoré par quelqu'un qui prétend se soucier de toi. La réponse s'est installée entre eux. Vrai, dur, juste. D'accord, a dit Rhea. D'accord, pose-moi des questions. Connais-moi. Vois-moi tel que je suis réellement plutôt que tel que tu as besoin que je sois. Alors il l'a fait, et elle a répondu honnêtement, complètement, sans se faire plus petite pour correspondre à ses attentes. C'était terrifiant. C'était libérateur. C'était le début de quelque chose qui pourrait devenir réel s'ils le choisissaient tous les deux, chaque jour, encore et encore. 6 mois sont devenus un an. Marcus est resté, non pas parfaitement, non pas sans lutte, mais de manière constante. Il a construit une vie dans les terres frontalières, a dirigé la meute de Blackwood par des conseils à distance, a partagé le pouvoir, a distribué l'autorité, a prouvé que le leadership ne nécessitait pas de trône physique. Il a fait la cour à Rhea correctement, a demandé la permission avant de toucher, a respecté ses noms sans pression, s'est présenté pour les petits moments plutôt que pour les grands gestes, a appris que l'amour est un choix quotidien,
pas une déclaration unique. Ria a appris à faire confiance à nouveau, lentement, prudemment, pleinement consciente que la confiance, une fois brisée, se reconstruit différemment qu'elle n'a commencé. Elle l'a laissé entrer, non pas d'un coup, mais par morceaux et par moments, dans l'abaissement progressif des murs construits pendant 6 ans à être ignorés. Elle a appris qu'être vue pouvait être sûr si la personne qui la voyait respectait ce qu'elle trouvait. Ils ne se sont pas marqués. Pas encore, peut-être jamais. Le lien marqué avait représenté le devoir et la tromperie. Il voulait autre chose, quelque chose de choisi, quelque chose construit sur la vérité plutôt que sur la tradition. À l'anniversaire de l'épreuve de la rupture, Marcus a trouvé Ria au puits, la lumière du soir doré, la colonie calme, la paix s'installant sur tout comme une bénédiction. Rihanna Ashmore, a-t-il dit, formel, prudent. Elle a levé les yeux. Marcus Thorne, j'ai une question. Tu as toujours des questions. Celle-ci est différente, il s'est approché. Puis-je te faire la cour officiellement, non pas comme un alpha et une guérisseuse, non pas comme un homme cherchant la rédemption, mais comme Marcus à Rihanna, comme quelqu'un qui a enfin appris que te voir n'est pas un exploit, c'est un privilège. Ria l'a étudié. 1 an de constance, de présence, de la choisir, même quand c'était gênant. 1 an où il a appris à la connaître, ses habitudes, ses peurs, ses rêves, sa valeur. 1 an où elle a appris à le connaître, ses blessures, sa croissance, son effort sincère pour être différent. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Tu peux essayer, a-t-elle dit. Il a souri. Je ne fais aucune promesse sauf de continuer à essayer. C'est tout ce que je demande, a dit Ria. Je demande que tu me vois chaque jour. Même quand c'est difficile, même quand je suis difficile, même quand m'aimer est gênant. Je demande que tu me choisisses activement, à plusieurs reprises, non pas par défaut, mais comme une décision délibérée. Je peux le faire. Alors montre-le-moi, non pas avec des mots, mais avec des actions, avec du temps, avec une constance qui prouve que ce n'est pas une performance. C'est ce que tu choisis d'être. Je le ferai. Nous verrons. La phrase était devenue un rituel entre eux. Promesse et défi. Une reconnaissance que la confiance se mérite ne se donne pas. Marcus a tendu la main vers la sienne. Elle l'a laissé la prendre. Pas de reddition, pas de dépendance, un choix égal, honnête, le sien. Ils se sont tenus ensemble au coucher du soleil, 2 personnes qui avaient pris le long chemin pour se retrouver. 2 personnes qui avaient appris que l'amour ne consiste pas à être complété par quelqu'un d'autre. Il s'agit d'être entier par soi-même et de choisir de construire avec quelqu'un qui respecte cette plénitude. Les terres frontalières s'étendaient, calmes, autour d'eux. Sur le territoire de Blackwood, la meute prospérait sous une direction honnête. Dans les territoires du Nord, Célestine construisait des alliances basées sur la vérité plutôt que sur la manipulation. Et ici, dans l'espace entre les territoires, 2 personnes qui avaient été ignorées trop longtemps apprenaient enfin à se voir. Pas parfaitement, pas facilement, mais sincèrement. Et la vérité, aussi difficile soit-elle, était toujours meilleure que des mensonges confortables. Certaines histoires ne se terminent pas par « ils vécurent heureux pour toujours ». Elles se terminent par une femme qui se choisit, par un homme qui apprend que l'amour est action, pas possession, par 2 personnes blessées qui décident que guérir ensemble pourrait valoir le risque, par la compréhension qu'être vu est un cadeau, pas un droit, par la connaissance que le silence tue lentement et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, donne la vie. Rihanna Ashmore se tenait au puits dans les terres frontalières, entières, visibles, choisie par elle-même d'abord. Pour tout le reste, il verrait. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout.